Ok, donc bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va continuer notre cours donc sur les quelques bases de la psychologie cognitive. Donc c'est notre deuxième séance. Aujourd'hui, on va parler de la question de la mémorisation. Donc la semaine dernière, on a vu les éléments liés à la perception notamment. On a vu notamment comment notre système cognitif peut être amené à transformer l'information, à l'adapter. Donc on voit bien que vous ne percevez pas le monde tel qu'il est réellement, mais bien comme vous êtes vous avec votre système cognitif. Donc ici, vous allez voir, on va continuer sur cette idée, sur ce principe, et je vais vous montrer comment fonctionne un peu votre mémorisation, et donc vous montrer quelques éléments de base des différentes mémoires et des différents systèmes de connaissances et de mémoire que l'on se représente en psychologie cognitive. Donc je vais commencer avec la théorie des schémas de Bartlett. Alors c'est une théorie assez ancienne, hein, mais elle est intéressante parce qu'elle pose les bases de pas mal de théories, c'est-à-dire qu'elle est la première à avoir proposé une explication du rôle, notamment des connaissances que l'on peut avoir du monde dans notre façon de traiter les informations et notamment de mémoriser une histoire. Vous allez voir, je vais vous présenter un peu l'étude phare de Bartlett. Donc, cette théorie, comme je vous le disais, elle a posé certaines bases, donc des bases intéressantes. Donc, même si cette théorie aujourd'hui n'est plus vraiment mobilisée, sollicitée, elle a quand même posé des principes de base qu'on continue à retrouver dans les théories actuelles, sauf qu'évidemment, ces principes sont un peu plus élaborés et affinés avec d'autres modélisations. Donc, l'idée de cette théorie, c'est d'expliquer un peu le rôle de nos connaissances. Donc, encore une fois, quand je parle de connaissances, c'est les connaissances au sens large. Et on va voir comment ces connaissances vont jouer sur votre façon de traiter les informations, donc de mobiliser certaines activités mentales, notamment dans une situation de compréhension. Je vais vous présenter un exemple dans la diapo suivante. Alors l'idée principale, encore une fois, on retrouve un peu l'idée qu'on a vue la semaine dernière, c'est que nous traitons une information qui nous parvient au niveau perceptif, bien sûr, mais nous la comparons à des connaissances. Donc ça veut dire que cette information que je traite au niveau du système cognitif, je vais à un moment mobiliser des connaissances et faire une comparaison à ces connaissances-là pour voir si il y a des correspondances avec ces connaissances, et ça va donc orienter ma façon de me représenter finalement cette information qui me parvient donc au niveau perceptif. Alors, les connaissances dont on parle de schéma, d'où le terme de théorie des schémas. Je reviendrai plus en détail sur ce qu'est un schéma, vous allez voir par la suite. En gros, retenez ici que les schémas, ce sont des structures de connaissances. Ces structures de connaissances, elles peuvent concerner à la fois des connaissances sensorielles, c'est-à-dire que vous avez développé des connaissances par rapport au traitement de certaines informations au niveau sensoriel, notamment des formes, des choses comme ça. Mais vous avez aussi des connaissances conceptuelles, c'est-à-dire que vous êtes capable de donner du sens. Vous avez des connaissances conceptuelles sur ce qui est, je ne sais pas, une grenouille, on a vu ça la semaine dernière, une vache, un animal, un stylo, un cours. Donc tout ça, ce sont des connaissances conceptuelles. Et ces connaissances que vous avez, elles sont construites à travers vos expériences. On est d'accord, vous les construisez par rapport à votre expérience avec l'environnement physique, l'environnement social, l'environnement culturel, etc. Donc tout ça, ça contribue au développement de vos connaissances sur le monde. Et donc ces connaissances-là, ensuite, jouent sur votre façon de traiter l'environnement. Pour vous donner un exemple tout simple, si je vous présente cette figure, vous avez des éléments ici en forme de traits, donc qui sont alignés. Ici à la perpendiculaire, un trait un peu plus long, un trait ici, et enfin une espèce d'ovale. Et rapidement, quand vous percevez cette information, vous la mettez en comparaison avec une structure de connaissance, un schéma particulier qui est le schéma du visage. C'est-à-dire que ces indices-là vont activer chez vous cette connaissance du visage, et cette connaissance du visage, elle est organisée, elle est structurée, c'est-à-dire que certains éléments constituent ce qu'est un visage, donc sont typiques en termes d'éléments constitutifs du visage, c'est-à-dire qu'on retrouve les yeux, on retrouve le nez, on retrouve la bouche, et on retrouve un ovale qui peut désigner la forme du visage. Donc à partir du moment où ces indices-là sont présents, et qu'ils correspondent bien à mon schéma de connaissance, c'est-à-dire pour moi un visage humain, c'est bien deux yeux, un nez, une bouche, éventuellement des oreilles, voilà, mais en gros on a les éléments clés essentiels pour que je puisse caractériser le... Monsieur, Ouais. ça s'appelle pas l'appareil Dolly, ça? La quoi, pardon? L'appareil Dolly.
Ah non, je connais pas. C'est quoi la pareidolie? C'est quand on associe, par exemple, une image ou je sais pas, un carton un peu avec des traits, par exemple, comme le visage qu'on voit sur le schéma, on va tout de suite Ouais. l'associer à quelque chose qu'on connaît. Ah bah oui, On bah, va, par exemple, les ouais. nuages qui sont en forme de, je sais pas, de Ah oui. dinosaures ou de choses comme ça. Bah, très bien. Donc c'est ce qu'on a vu un peu la semaine dernière avec l'idée des traitements descendants. Donc là, on est D'accord. typiquement sur du traitement descendant, c'est-à-dire que vous avez une information qui vous parvient au niveau sensoriel, vous la traitez au niveau perceptif, c'est-à-dire qu'au niveau cognitif, vous allez commencer à transformer l'information et vous mobilisez vos connaissances parce que certains éléments correspondent à des choses qui activent des connaissances. Ici, ces éléments-là correspondent à un visage. Donc, ce que vous percevez, la représentation mentale que vous construisez, c'est euh, une construction euh, mentale donc de ce stimulus, c'est-à-dire que vous avez construit un visage et vous ne percevez pas donc juste des traits. Donc votre histoire des nuages, c'est exactement la même chose. Quand vous percevez des objets, des visages dans les nuages, c'est bien une projection, donc c'est-à-dire une transformation de l'information, et vous construisez du sens sur ces informations. D'accord? On est vraiment dans la lignée de ce que je vous ai présenté la semaine dernière. Alors, je vais continuer avec l'étude phare de Bartlett. C'est l'étude un peu célèbre qu'on présente souvent aux étudiants en psychologie. Donc, je vais vous présenter le principe de l'étude. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc, Bartlett a fait lire une histoire qui est inhabituelle. Alors, pourquoi inhabituelle? Parce que le public, les participants de l'étude, étaient des Occidentaux. On leur a présenté une histoire qui n'était pas du tout dans la culture occidentale, mais plutôt dans la culture des Indiens d'Amérique, puisqu'on va avoir une histoire qui parle de guerre entre Indiens, ce qu'on appelle The War of the Ghosts, donc le titre de l'histoire. Et en gros, pour vous expliquer, cette histoire est un peu atypique pour la culture occidentale parce que elle évoque un Indien qui est au combat et à un moment, il se passe des choses un peu fantastiques, un peu étranges et on a du mal à comprendre. Ça peut être un peu perturbant et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'Indien meurt à un moment donné et on continue à suivre le personnage, sauf qu'il est devenu un fantôme, d'où le nom The War of the Ghost. Donc ça, aujourd'hui, dans notre culture, c'est beaucoup moins atypique puisqu'il y a des films qui reprennent ça. Vous avez le sixième élément, vous avez Ghost, vous avez d'autres films qui sont amusés comme ça à montrer des personnages qui en fait deviennent des fantômes et vous les suivez en tant que fantômes sans forcément avoir compris qu'à un moment ils étaient devenus des fantômes. Donc c'est une information, enfin une connaissance maintenant, une culture qui n'est pas si atypique que ça aujourd'hui pour nous. À l'époque, ça l'était beaucoup plus. Et donc pour la culture indienne, la façon dont les contes étaient présentés, ça n'avait rien d'atypique ou rien de si étrange que ça. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est de se dire, finalement, si je vous présente une histoire qui n'est pas en cohérence avec vos schémas de connaissances, et vos schémas de connaissances, si je prends les schémas des contes, vous avez tous une représentation de ce qu'est un conte de fées. Vous avez tous regardé Walt Disney, vous avez tous lu Perrault, où on vous a raconté des histoires de contes de fées quand vous étiez petit ou petite. Eh bien, ces expériences-là vous auront amené à construire un schéma typique donc, de ce qu'est un conte de fées. Donc, classiquement, vous avez une princesse qui est en difficulté parce que elle est emprisonnée ou menacée, ou il y a un maléfice. On a une sorcière ou un dragon ou une belle-mère ou tout ça réuni. Et on a un prince généralement qui arrive pour sauver la princesse et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc ça, c'est le schéma un peu classique, c'est-à-dire voilà les grands principes qui régissent un conte de fées tel qu'on se le représente de manière assez traditionnelle. Donc l'idée ici, c'est de voir que finalement, quand on est face à des histoires incongrues pour nous, c'est-à-dire atypiques, on va transformer l'histoire. Donc voilà ce que montre un peu l'étude. Bartlett a fait lire cette histoire et ensuite a interrogé les personnes donc en leur demandant de rappeler l'histoire, de rappeler ce qu'ils avaient compris de l'histoire. Et on s'aperçoit que les gens ont tendance à rappeler une version modifiée de l'histoire. Ils ne rappellent pas quelque chose de très très précis par rapport à l'histoire. Première chose, ils inventent des éléments qui apportent de la cohérence à leur souvenir de l'histoire. C'est-à-dire que quand vous ne comprenez pas cette culture-là ou ce qui se passe, vous avez des événements qui s'enchaînent et qui peuvent être à un moment pas très cohérents ou un peu surprenants. Donc ce qu'on va faire, c'est que sans qu'on le fasse consciemment, on va commencer à créer de la cohérence, on va imaginer des informations, des éléments qui n'étaient pas forcément présents dans l'histoire et qui viennent rendre cohérent la succession d'événements qu'on a eus. Donc, on s'aperçoit que votre mémoire a tendance à mettre de la cohérence là où il n'y en a pas, de manière à ce que ce soit
en adéquation avec vos connaissances. Parce que la cohérence, elle est basée bien sûr sur vos connaissances du monde, vos connaissances des contes. Et on a tendance à omettre des parties atypiques. Donc vous avez des parties finalement qui sont pas très utiles ou pas très cohérentes avec l'ensemble, et vous allez tout simplement les oublier ou ne pas être capable de vous en souvenir parce que ça ne fait pas partie de ce modèle de cohérence que vous avez construit. Alors vous pourriez me dire, la question que vous pourriez me poser, oui, mais si un événement atypique intervient, mais qui est vraiment très atypique, au sens où il est extrêmement surprenant, on peut alors s'en souvenir. Et effectivement, si vous aviez quelque chose d'extrêmement déroutant, vous pourriez au contraire focaliser votre attention dessus et au contraire mémoriser plus facilement cet élément, parce qu'on va parler alors de principe de distinctivité, c'est-à-dire que quelque chose ressort tellement du reste qu'on a tendance à mieux le mémoriser. Mais là, ici, l'idée, hein, c'est qu'on a des éléments plutôt atypiques sans forcément qu'ils soient totalement absurdes. Monsieur, Ouais, du coup, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu une mémoire sélective si on se rappelle que des parties qui ont bien de sûr. la pour nous? Alors, bien sûr, donc votre mémoire, elle est sélective, au sens où vous ne retenez que certaines informations, où votre attention s'est portée sur certaines informations et pas d'autres. Donc, elle est sélective déjà sur ce qu'on appelle, nous, un peu l'encodage, c'est-à-dire que vous ne mémorisez pas tout ce qui vous est présenté, mais en plus, elle transforme votre mémoire. Elle peut être amenée à transformer l'information. Donc, il y a l'aspect de sélectivité, vous avez raison, mais il y a l'aspect aussi de transformation. Elle va transformer les choses de manière à ce qu'elles soient plus en cohérence, que je puisse les connecter les unes avec les autres. Ça rejoint finalement ce principe de l'effet McGurk que je vous ai présenté la semaine dernière, où on a vu que votre cerveau a tendance à transformer le son pour qu'il corresponde, vous vous souvenez, au mouvement des lèvres. Bah, c'est cette recherche de cohérence. Ici, on a un peu cette recherche de cohérence, c'est-à-dire que votre mémoire va construire un modèle mental un peu cohérent de ce que raconte l'histoire. Donc, il faut faire des connexions et on invente des informations ou justement on oublie certaines informations qui sont euh, perturbantes finalement pour la cohérence. Ok. Monsieur, Ouais. moi j'avais vu que c'était, alors je me souviens pas vraiment que c'était pareil pour la vérité dans le sens où la vérité est relative parce que parfois on pense qu'on a raison, mais en fait on a inventé des éléments pour venir étayer la pensée comme quoi on avait raison. Bien Et que sûr. donc du coup la vérité c'était pas quelque chose de d'objectif, enfin on va dire, ouais. Donc que du coup on inventait des éléments pour se dire bah si j'ai vraiment raison. Oui, alors si vous parlez du raisonnement, du positionnement, du jugement, il n'y a pas de vérité en fait. C'est-à-dire que l'être humain est amené par ses connaissances, par ses attitudes, par ses émotions, par sa culture, par tout ce qui le compose, si vous voulez, du point de vue psychologique. Il est amené à avoir une représentation des choses. C'est une interprétation des choses. Et bien sûr, cette interprétation, elle est biaisée. Après, vous pouvez être persuadé que vous avez raison, mais on a des principes que vous verrez très bien en psychologie sociale, notamment, qui sont les biais de confirmation. Ça, c'est assez passionnant, c'est-à-dire que les personnes ont tendance à ne retenir que les informations qui sont en adéquation avec ce qu'elles pensent au départ. C'est-à-dire qu'il y a des collègues au laboratoire qui travaillent sur ces questions. Par exemple, si vous pensez que les OGM, c'est dangereux pour la santé, si vous pensez qu'il y a un risque majeur pour la santé, si vous pensez que vous pourriez développer des cancers, des choses incroyables avec les OGM, alors, quand on vous présente des messages de prévention sur les risques, en tout cas des OGM, vous êtes particulièrement attentif à ces messages et vous avez tendance à retenir ou à focaliser votre attention sur ces messages-là. Et donc, au détriment d'autres messages qui peut-être vous disent non, finalement, on n'a pas prouvé que là, ça marchait, enfin, que ça avait une incidence majeure ou pas sur tel aspect de la santé. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vous êtes biaisé dans votre raisonnement en permanence, quelle que soit votre position de départ. Hein. On est tous biaisés. Voilà, c'est le système cognitif vous amène à aller chercher les informations qui sont plutôt en cohérence avec vos connaissances. Et alors ça, c'est très vrai chez l'adulte, c'est moins vrai chez l'enfant. Voilà, on a travaillé aussi sur ces questions, mais voilà, ça se manifeste, c'est un mécanisme tout à fait normal hein, du système cognitif. Ok, donc ça se traduit ici avec ce que je vous ai mis ici, l'idée qu'on rationalise. Là, on a rationalisé l'histoire. Rationaliser l'histoire, ça veut dire je vais la reconstruire mentalement de manière à la rendre cohérente avec justement ce que je vous disais, mes attentes et mes schémas. Donc mes schémas de connaissances. Ok.
Alors, je vais vous faire une situation où je vous mets en situation de cobaye, finalement. Vous allez voir, c'est très court. Je vais vous demander d'être bien concentré. Je vais vous présenter une question et je vous demande de répondre le plus rapidement possible à cette question. Donc là, vous pouvez répondre dès que vous avez la réponse. Attention, vous êtes prêts? Combien d'animaux de chaque espèce Moïse a pris sur son arche? 2. Vous me dites 2? 2. Logiquement 2. Enfin, il devrait en tout cas. Noé. Bah, déjà, c'est pas Moïse. Voilà. C'est Noé. Ah, Ok, mais c'est pas merci. Noé. Donc la C'est bonne Noé, non? réponse, c'est que votre question, elle est pourrie. Donc en fait, c'est pas une bonne question, puisque Moïse n'avait pas d'arche à notre connaissance, dans les textes en tout cas. Donc on a combien d'animaux de chaque espèce Moïse a pris sur son arche? J'aurais dû écrire Noé au lieu de Moïse. Et on a effectivement cette situation où les gens ont tendance à répondre 2. Alors je vous rassure, vous êtes normaux, il n'y a aucune inquiétude, ce n'est pas un test d'intelligence. Je précise ça des fois aux étudiants parce qu'il y a des attentes et des croyances fortes chez les étudiants. Comme quoi, ce qu'on vous montre en psychologie, des fois notamment cognitive, c'est des tests de vos aptitudes, etc. Alors pas du tout, moi mon cours, ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste pour vous montrer comment vous fonctionnez, c'est-à-dire normalement. Et un être humain tout à fait normal, je vous rassure, répond 2. Alors vous pouvez avoir repéré Noé, bien évidemment, enfin le piège, mais vous inquiétez pas, si vous n'avez pas repéré le piège, vous êtes tout à fait normal, il n'y a aucune inquiétude là-dessus. Donc, j'explique pourquoi on répond 2. Alors, tout simplement pour 2 raisons. Déjà, la première raison, la question commence par combien. Donc, j'oriente votre attention, votre objectif, sur la question d'un chiffre et d'un nombre. Donc, tout de suite, j'oriente votre attention. Donc, je vais vous détourner d'une analyse un peu fine de la question, je vous détourne d'une analyse précise des composants de la question. Donc, tout de suite, vous êtes sur le mode combien, hop, ça active cette idée qu'il faut répondre à un chiffre. Ensuite, vous avez l'ensemble des éléments qui correspondent à cette scène biblique, voilà, dans les textes bibliques. Animaux, espèces, Moïse et arche, tout ça, ça active vos connaissances culturelles, voilà, liées à la religion chrétienne. Et vous allez spontanément donc activer ces connaissances-là. Et qu'est-ce qui se passe? Votre question, vous la lisez rapidement. J'ai orienté votre attention sur la question du chiffre. Donc, il se passe que Moïse, soit vous ne le traitez pas, c'est-à-dire que c'est un élément finalement qui est un peu atypique, je ne le traite pas. Je reste sur espèces, arches, animaux, c'est bon, j'ai compris. Je suis dans le champ en plus lexical biblique, voilà, donc très bien, je vois bien ce qu'on me demande. Soit effectivement Moïse, vous l'avez sans vous en rendre compte associé à Noé dans votre mémoire de manière très très automatique, hein, ce n'est pas quelque chose que vous avez contrôlé. Donc là on est, vous voyez, sur des processus automatiques basés sur vos connaissances. Vos connaissances vous ont amené à créer de la cohérence là où il n'y en avait pas. Donc Moïse, c'est un élément d'incohérence et votre système cognitif, sur la base de vos connaissances, a rendu les choses cohérentes. Soit en inhibant Moïse, soit effectivement en transformant l'idée de Moïse par l'idée de Noé. Ok ? Je continue. Donc, alors, ce petit effet, vous pouvez le noter, ça s'appelle l'effet Moïse. Hein, c'est les auteurs qui ont mis en place cet effet, qui ont démontré cet effet, qui ont appelé l'effet Moïse, justement en lien avec l'exemple que je vous donne. Oui, quelqu'un a une question? Oui. En fait, c'était plus un constat qu'une question. Mais quand vous avez posé la question et que vous avez dit répondez au plus vite, et du coup, en se focalisant sur le combien, on a tous répondu un chiffre. Ouais. Mais surtout, moi, je me suis dit que s'il faut répondre vite et que la question est simple, c'est qu'il y a un piège et qu'il ne faut pas tomber dedans. Du coup, je me suis dit que peut-être le piège, c'était de répondre 1 parce qu'il avait pris le moins d'animaux possible. D'accord. Et du coup, j'ai cherché un... Comment dire, j'ai cherché un piège et j'ai voulu répondre hors du piège. Bien sûr. Donc, vous avez fait ce qu'on appelle un peu la métacognition, c'est-à-dire que vous avez une représentation de ce qu'on vous demande, une idée de ce qu'on vous demande et une idée selon laquelle il y a un piège, parce que j'arrête pas de vous tendre des pièges depuis la semaine dernière, donc vous dites c'est bon, l'enseignant il va encore nous piéger. Et donc vous avez créé une attente et vous vous mettez dans une posture où justement vous ne vous précipitez pas alors que je vous avais demandé de lire vite et vous dites il y a forcément un piège, donc vous allez mettre en place des analyses, un raisonnement plus poussé pour ne pas tomber dans une réponse trop rapide. Parce qu'évidemment, quand je vous demande de répondre rapidement, ce que je sollicite chez vous, c'est les processus automatiques. J'encourage à ce que les processus automatiques se mettent en route, plutôt que des processus plus analytiques, c'est-à-dire des processus contrôlés, où je vais vous demander de bien lire la question, de bien réfléchir à chaque mot de la question. Évidemment, si je fais ça, ça marche beaucoup moins bien, mon histoire. Donc, vous avez raison.
vous avez créé des attentes en vous disant « Oula, il demande de répondre vite à un truc qui a l'air simple, c'est qu'il y a un piège, donc vous avez pris le temps de faire une analyse et donc de faire d'autres interprétations. » Est-ce que c'est un peu la même chose que qui est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Oui, c'est ça. Ouais, absolument. Et donc, du coup, si j'ai compris le truc, c'est-à-dire que notre cerveau, du coup, cherche des schémas de connaissances par rapport à aux mots, chiffres, arches, animaux, et du coup, ça oublie l'information Moïse C'est ça. par simplicité, quoi, en quelque sorte. Exactement. Par recherche On de va cohérence. synthétiser, le cerveau cherche à créer un modèle cohérent, une idée cohérente. Et donc, il va gommer, si vous voulez, on peut le tourner comme ça, il va gommer ou transformer les informations qui ne sont pas en cohérence. Ok. Ok, et donc ça, je fais un petit parallèle avec vos examens. Quand vous aurez des examens donc avec des questions type QCM ou quoi pour les UE, attention, soyez vigilants sur les questions. Le piège, des fois, quand on répond à côté sur une question, c'est parce qu'on l'a lu rapidement. Et quand on vous dit prenez le temps de bien lire la question et d'analyser chaque terme, c'est pas pour rien. Parce que quand vous faites une première lecture rapide, avec les connaissances que vous avez à ce moment-là en tête, vous allez peut-être créer une interprétation de la question qui est pas tout à fait ce qu'il fallait, parce qu'il y avait un mot qui, attention, remettait en question le sens et pointait autre chose. Donc ne passez pas à côté des questions, prenez le temps de bien les lire calmement et de les relire et de les analyser. Alors, je continue. Donc, en gros, ça c'est un petit résumé de ce qu'on a vu, dans ce qu'on a dit la semaine dernière et ce qu'on est en train de voir là. Lorsqu'on perçoit donc des informations et lorsqu'on traite globalement de nouvelles informations, on a tendance à les transformer de manière à ce qu'elles soient cohérentes avec nos schémas de connaissances en mémoire. Donc, c'est ce qu'on a vu, notamment avec les processus descendants. Donc, on a cette tendance à rendre les choses cohérentes avec nos schémas de connaissances. Ok, bon, ça je l'ai déjà dit, c'est une autre façon de le présenter. Alors, pourquoi c'est si important aussi de l'étudier ? Je vous ai pris l'exemple du témoignage judiciaire. Ça, c'est des choses que vous verrez avec des collègues, notamment en psychologie sociale et dans le laboratoire qui travaillent sur ces questions. Vous avez le cas du témoignage, c'est-à-dire des gens qui rapportent des faits, des événements qu'ils auraient vus dans une situation de délit ou de crime. Et en fait, il y a beaucoup de chercheurs en psychologie cognitive qui étudient ces situations de témoignage et qui montrent justement que parfois les témoignages oculaires ne sont pas très très précis et voire même transforment la réalité. Et donc, c'est ce que je vous ai dit un petit peu tout à l'heure, on s'aperçoit que si les informations sont cohérentes avec votre schéma classique des événements qui se déroulent sous vos yeux, vous avez tendance à bien les mémoriser. Pourquoi ? Parce qu'ils sont cohérents avec ce que vous savez du monde. Mais quand il y a des éléments qui sont moins cohérents, vous avez tendance à les oublier. Un exemple tout bête, il y a des études, notamment celle-ci, qui se sont intéressées à une situation de hold-up. Vous présentez une vidéo avec un hold-up à des personnes, et donc vous avez un schéma tous classique, plus ou moins du hold-up, c'est-à-dire que vous avez tous regardé des films où il y a des hold-up, vous avez peut-être lu des bouquins avec des hold-up, vous avez suivi des séries où il y a des hold-up, et souvent quand on dit hold-up dans une banque, c'est le schéma de bandits qui arrivent à l'entrée de la banque, qui sont masqués, qui ont une arme au poing, qui menacent les gens, qui partent avec des sacs remplis de billets et qui filent dans la voiture avant que la police arrive. Donc ça, c'est le schéma un peu classique, c'est-à-dire les grands principes qui régissent ce qu'est un hold-up, qui nous expliquent ce qu'est un hold-up. Donc si vous regardez une scène qui correspond à tout ce schéma-là, on s'aperçoit que vous mémorisez bien la scène. Pourquoi ? Parce qu'elle est en cohérence avec vos connaissances. Mais lorsque la scène se déroule de manière un peu différente, qu'il y a des éléments un peu atypiques, c'est comme l'histoire de Bartlett, on s'aperçoit que vos souvenirs sont plus détériorés. Donc, on a du mal à maintenir les éléments incohérents avec nos schémas de connaissances. Par exemple, j'invente n'importe quoi, je ne me souviens plus précisément des éléments de l'étude, mais vous avez par exemple un bandit qui rentre et qui fait asseoir une dame sur une chaise pour pas qu'elle soit fatiguée ou je ne sais pas quoi. Vous avez ce genre d'événement qui est plutôt atypique, qui n'est pas très cohérent avec votre schéma d'un bandit qui serait menaçant, en train de menacer tout le monde et d'agresser tout le monde. Donc, ces éléments-là, vous avez tendance à les oublier, à ne pas y prêter attention, ou en tout cas être peu capable de les récupérer en mémoire, de vous en souvenir, parce qu'ils ne sont pas cohérents avec vos connaissances. Alors, une fois que les psychologues comprennent ces choses-là, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place ? Ils mettent en place des techniques, notamment,
des techniques pour améliorer le rappel des événements, donc améliorer les souvenirs des personnes qui essaient d'expliquer ce qu'elles ont vu. Donc, on a ce qu'on appelle les entretiens cognitifs. Je crois que vous verrez ça en première année, je ne me souviens plus, mais en première ou deuxième année, vous verrez ces aspects-là. Donc, c'est vraiment intéressant. Ce sont des techniques qui ont pour objectif de réduire les biais, justement. Ce sont des biais de mémorisation et de récupération mémoire des informations. Voilà, un petit principe important, c'est quand vous mémorisez quelque chose, vous allez l'encoder, vous verrez ça en détail l'année prochaine. Hein. Vous encodez l'information, ça veut dire que vous allez construire un souvenir de ce que vous voyez, par exemple. Mais ensuite, quand vous allez vouloir vous souvenir de ces éléments, c'est-à-dire que vous voulez accéder à votre souvenir, il va falloir y penser. Et au moment où vous réaccédez à ce souvenir, vous êtes encore en train de transformer l'information. C'est-à-dire que vous ne réaccédez pas forcément à l'ensemble du souvenir. Vous allez réaccéder à des parties du souvenir. Et en réaccédant à certains éléments, des fois, vous reconstruisez, sans vous en rendre compte, le souvenir. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la façon dont on construit un souvenir, c'est déjà un petit peu biaisé, mais la façon dont on va récupérer ce souvenir, c'est-à-dire y prêter attention plus tard, c'est aussi biaisé. Donc, les psychologues travaillent sur ces questions, comment réduire ces biais-là. Et vous avez une réduction des biais, notamment avec des principes tout simples. Vous posez des questions ouvertes. Plutôt que de demander, vous le voyez dans les films d'ailleurs, souvent c'est assez marrant, vous voyez le policier qui interroge un témoin et qui dit alors, est-ce que les bandits étaient armés avec des fusils ou avec des couteaux? En fait, cette question, elle est extrêmement biaisée puisqu'elle ferme les possibilités de réponse et surtout, elles induisent l'idée que les bandits avaient des armes et que c'était ce type d'armes. Donc, ça active des connaissances chez les personnes et quand ils vont récupérer le souvenir, ils ont tendance à se baser plutôt sur ces connaissances un peu typiques et sur ce qu'a dit le policier. Or, les psychologues vont conseiller l'inverse. Quand on démarre un entretien, une entrevue avec un témoin, il vaut mieux le laisser libre d'exprimer tout ce qu'il a vu, justement pour ne pas l'enfermer dans un schéma de connaissances. Et une autre technique toute simple, alors il y a plein d'aspects, il y a plusieurs techniques dans cet entretien cognitif, mais un autre élément de technique intéressant, vous demandez à la personne de rappeler les événements dans le désordre ou à l'envers. Vous commencez par la fin des événements et vous remontez comme ça. C'est une façon de déconstruire l'utilisation des schémas. Parce que quand je vous demande de me rappeler le hold-up, vous allez avoir tendance à mobiliser le schéma du hold-up et vous raconter toutes les étapes telles que vous les connaissez en général. Alors que si je vous demande de raconter les choses à l'envers, ça mobilise moins votre schéma de connaissances. Et donc, ça biaise un peu moins la façon dont vous récupérez les souvenirs. Donc ça, c'est important. Pourquoi c'est important aussi? Pour des raisons tout simplement de sécurité des gens, au sens des personnes qui sont reconnues coupables à tort. Vous avez une étude en 2011 qui montrait que sur 258 Américains qui étaient coupables de crimes graves et qui avaient été innocentés donc, après les tests ADN, donc 258 personnes, on s'est aperçu que non, ils avaient été jugés coupables mais à tort. Grâce aux analyses ADN, on a pu les innocenter. Vous avez quand même 200 personnes sur ces 258 qui le sont sur la base de témoignages oculaires. Donc ça veut dire qu'on a des témoignages qui ont amené des personnes en prison. Ces témoignages, ce ne sont pas forcément des témoignages malhonnêtes. C'est-à-dire que vous pouvez témoigner le plus honnêtement du monde, pensant avoir vu ça, parce que vous reconstruisez des choses dans votre souvenir. Donc, on s'aperçoit que le témoignage et les biais cognitifs de la mémoire et de la récupération des souvenirs doivent être pris en compte pour qu'on puisse justement obtenir des témoignages à peu près fiables, en tout cas les moins biaisés possibles. Donc, c'est pour ça que la psychologie cognitive et la psychologie sociale travaillent beaucoup sur ces questions notamment. Ça va? Donc, je continue. Alors, on a parlé de schémas de connaissances, de connaissances qui jouaient un rôle, on l'a vu. Mais on va parler de structure de connaissances maintenant dans notre mémoire. On va voir qu'en psychologie, on se représente vos connaissances de différentes façons. On n'a pas une seule structure de mémoire. On va voir, il y a différents modèles. Je vais revenir sur ce point. Et je vais vous présenter quelques modèles, on va dire classiques, de la façon dont on se représente les connaissances. Alors, petit rappel, ça je l'évoquais la semaine dernière. Je ne vais pas m'appesantir dessus, mais encore une fois, quand je parle de connaissances, je ne parle pas que de connaissances académiques, je ne parle pas que de connaissances conceptuelles. Ce sont aussi les savoir-faire, savoir écrire, savoir parler. Ce sont aussi les souvenirs d'événements. Quand vous avez des souvenirs de ce que vous avez fait la semaine dernière, ce sont des connaissances. Les croyances que vous avez, les attitudes que vous avez, tout ça, ce sont des connaissances. Toutes vos représentations du monde encore sont des connaissances. Donc, prenez vraiment le terme de connaissance au sens très large du terme.
Attendez, j'ai juste une petite question. Allez-y. Vous avez dit que là, on allait travailler sur le modèle de la structure des connaissances. Bon, alors, pardon, je vais vous présenter différents modèles qui essaient de proposer des représentations des structures des connaissances. C'est-à-dire qu'on va voir que vos connaissances, elles sont structurées de différentes façons. Et donc, on a des modèles qui vont vous présenter différentes structures. Ok, merci. Donc, c'est ce que je vais vous présenter tout de suite. Monsieur, j'ai une question par rapport à quand vous dites connaissance au sens large. Ouais. Vous parlez aussi de culture générale, de façon de vivre, etc. Oui, tout à fait. D'accord, merci. C'est tous vos jugements, vos valeurs. Je ne sais pas, si vous dites, tiens, le vélo, je pense que faire du vélo, c'est vachement mieux pour l'environnement, c'est une connaissance. Si vous dites, ah, mais moi, la voiture, je pense que ça ne pollue pas vraiment et que l'environnement, il n'y a pas besoin de s'en préoccuper, c'est une connaissance. Vous voyez, ces positionnements, ces attitudes relèvent de connaissances, mais ce sont vos connaissances, des connaissances que vous avez construites, qui vous sont propres. D'accord, merci. Okay. Alors, la psychologie cognitive nous explique différentes structures de connaissances en mémoire, c'est ça dont je vais vous parler, mais je fais une petite parenthèse un peu épistémologique avant. Les structures, elles dépendent un peu des modèles théoriques dans lesquels on se place. C'est-à-dire, vous allez voir, je vais vous présenter différents modèles, assez simples, hein, des modèles qui expliquent comment nos connaissances, elles sont organisées dans notre mémoire. Vous allez voir que ces modèles, ils ont différentes façons de voir l'organisation de nos connaissances, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont, qu'ils sont contradictoires. Donc, ce que je veux que vous compreniez, ça j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'en psychologie et en sciences en général, il n'y a pas les bons et les mauvais modèles. D'accord? Donc, il n'y a pas le bon modèle. En gros, n'attendez pas que je vous donne le bon modèle. Alors, je vous dis ça parce que moi, je l'ai pensé quand j'étais à votre place en première année. À un moment, je voyais tous ces modèles de mémoire qu'on nous faisait apprendre et à un moment, j'aurais bien aimé qu'on me dise, mais donnez-moi le bon modèle actuel aujourd'hui en sciences qui est prédominant et qui supplante tous les autres. En fait, ce n'est pas si simple. Il peut y avoir des modèles qui sont très utilisés, bien sûr, plus que d'autres, ça c'est tout à fait vrai, mais tous cohabitent et ils servent tous à des fonctions, ils ont des fonctions différentes. C'est-à-dire que vous allez découvrir que les modèles de la mémoire, ce sont juste des représentations que les psychologues et les scientifiques ont de la façon dont fonctionne votre mémoire. Alors je dis la mémoire, l'attention et d'autres activités mentales. On construit des modèles. Ces modèles, c'est une représentation, une interprétation du fonctionnement humain. Le fonctionnement humain, on est d'accord qu'il est extrêmement complexe. Il est extrêmement difficile de décrire finement tout ce qui se passe au niveau mental et d'expliquer tout ce qui se passe quand vous parlez, quand vous prenez une décision, quand vous raisonnez, quand vous comprenez. Il y a trop de facteurs, trop de choses qui rentrent en jeu. On n'est pas capable de décrire tout ça. Donc, on crée des modèles, et les modèles, ce sont ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des grands principes qui expliquent comment vous fonctionnez. Mais ce sont des grands principes. Ça veut dire qu'ils ne sont pas valables dans toute situation. Ça veut dire que des fois, il y a un contexte particulier, des gens particuliers, des objectifs particuliers qui font que mon modèle ne marche pas. Un autre modèle va mieux expliquer ce qui se passe au niveau cognitif. D'accord? Donc ça, c'est vraiment un principe important. Donc, ne pensez pas qu'il y a des bons et des mauvais modèles. Il y a des modèles qui sont plus ou moins pertinents selon les situations qu'on étudie. OK? Alors, on va commencer justement avec un principe assez classique qui est celui des schémas. Donc, déjà, on en parlait avec la théorie des schémas de Bartlett. Alors, attention ici, quand je parle de schéma, ce n'est pas un schéma graphique, hein, ce n'est pas une représentation graphique dont on parle. Vous allez voir, schéma, ça veut dire ici que c'est une structure abstraite des connaissances. Je vais m'expliquer. Donc, ici, vous avez Anderson, John Anderson, qui est un chercheur important en psychologie cognitive, qui nous propose une définition en expliquant qu'un schéma est une structure mentale d'objets. Donc, structure mentale, ça veut dire une représentation mentale des objets. Mais ça peut être aussi des structures mentales des personnes. Donc, vous avez une représentation de connaissance des personnes, mais aussi des événements. On va revenir dessus. Donc, vous pouvez avoir un schéma des objets, un schéma de ce qu'est une maison, par exemple. Je vais vous prendre cet exemple. Vous avez un schéma aussi de ce qu'est un être humain, de ce qu'est un bébé, de ce qu'est, je ne sais pas, un individu de telle catégorie sociale, peu importe. Vous avez des schémas sur les personnes et vous avez des schémas aussi sur les événements. Tiens, qu'est-ce que c'est ma connaissance de ce que c'est suivre un cours, par exemple, ou d'aller au restaurant, on va prendre cet exemple. Donc, cette structure d'objets dans votre tête, en gros, elle est organisée, elle est composée de slots. Alors, les slots, vous allez voir, c'est le terme anglais. Tout simplement, en gros, c'est des cases vides, en fait, si vous voulez, c'est des attributs un peu vides. C'est-à-dire qu'on va
on va avoir des éléments, des principes, si vous voulez, qu'on va instancier, c'est-à-dire qu'on va les caractériser selon l'objet qu'on est en train de regarder. Alors, ce que je viens de vous dire, je pense que je vous ai tous perdus, c'est juste abstrait. Je vais vous donner l'exemple pour que vous compreniez bien. Par exemple, si je vous demande quel est votre schéma d'une maison, donc c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques typiques d'une maison, c'est-à-dire quels sont les slots. Les slots, c'est vraiment ces caractéristiques qui structurent votre représentation, votre connaissance d'une maison. Donc, typiquement, vous allez me répondre, une maison, c'est des murs, c'est une porte, c'est des fenêtres, c'est un toit, c'est des pièces. Par exemple, il faut qu'il y ait une cuisine, il faut qu'il y ait une chambre, voilà, minima, et une salle de bain pour qu'on puisse dire c'est une maison. Mais monsieur, ça va dépendre des civilisations, ça, parce qu'une maison, ça reste une maison pour tout le monde, mais ça va dépendre de notre civilisation. Absolument. Parce qu'il n'y a aucune maison. Enfin, ça dépend, c'est pas toujours la même chose. Bien sûr, absolument. Alors, je n'utiliserai pas le terme civilisation, mais plutôt culture. Ça va dépendre effectivement de nos cultures et des environnements dans lesquels vous avez grandi et vous avez construit des schémas de ce qu'est une maison. Donc, justement, je vais prendre. Alors, si je prends, on va dire, le cas de la France, que vous ayez grandi dans le nord de la France ou dans le sud de la France, il est fort à parier que on a tous à peu près le même schéma de ce qu'est une maison. C'est-à-dire, donc, une maison, elle est composée de slots, qui sont, donc, comme je vous disais, par exemple, les murs, le matériel, le toit, etc. Et si je prends l'exemple du toit, si je suis dans le nord, si je suis vers Lille, il y a de fortes chances pour que le toit il soit plutôt pentu et en ardoise, d'accord ? Si je suis plutôt dans le sud et dans le midi, il y a plus de chances pour que j'ai des toits moins pentus et plus en tuiles, en tuiles, en terre cuite et ce genre de choses, d'accord ? Donc ça veut dire que déjà, selon les régions, je n'ai pas tout à fait les mêmes attributs de la maison, mais le schéma reste le même, d'accord ? En gros, les grands principes qui régissent la maison sont les mêmes, ça structure mon schéma de la maison, mais quand je suis face à une maison dans le sud ou quand je suis face à une maison dans le nord, c'est pas la même maison, mais toutes les deux correspondent bien à mon schéma de la maison, ok ? Maintenant, si vous avez vécu dans une autre culture, je ne sais pas moi, dans une culture, on est plutôt plutôt nomade, par exemple, avec des yourtes, la maison, ce ne sera pas le schéma de la maison, ce sera le schéma de la yourte. Et donc, vous êtes sur un autre schéma d'habitat. OK ? Alors, autre point important, ici, les schémas, ils peuvent être emboîtés les uns dans les autres. Donc, en gros, un schéma peut être constitué de plusieurs sous-schémas, eux-mêmes encore constitués de plusieurs sous-schémas. Donc, en gros, c'est cette idée qu'on a une hiérarchisation, un emboîtement un peu hiérarchique, si vous voulez, des schémas. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Si je prends l'exemple de la maison. La maison, vous avez différents sous-schémas qui vont composer la maison. Par exemple, dans la maison, je vous ai dit, j'ai une cuisine. Une cuisine, c'est un schéma. Quel est votre schéma d'une cuisine ? Le schéma d'une cuisine, certainement, vous avez une zone où vous pouvez faire cuire, donc une cuisinière avec alors ça peut être au gaz, ça peut être électrique, ce que vous voulez, mais vous avez une cuisinière. Vous avez généralement un évier avec un robinet. Vous avez généralement, alors plus ou moins la vaisselle, vous avez des placards pour ranger. Donc on a une table peut-être pour manger. Donc on a ces schémas, ces slots, ces différentes caractéristiques qui composent finalement ma structure de ce qu'est une cuisine, donc ce schéma. Mais après, je peux encore rentrer dans des sous-schémas. Par exemple, qu'est-ce que c'est un robinet ? Un robinet, finalement, il y a un pommeau, il y a une tige, il y a de l'eau qui sort. Donc, tous ces éléments composent ce qu'est un robinet, ce qui me permet de déterminer que c'est un robinet. OK ? Ça va ? Alors, je continue. Monsieur ? Ouais. J'ai pas bien compris les sous-schémas. J'ai pas trop... Le schéma de la maison, il est composé de différents sous-schémas, c'est-à-dire vous avez le schéma de la cuisine, le schéma de la salle de bain, le schéma peut-être de ce qui est une porte, etc. Donc tout ça, ce sont tous ces slots, en fait, toutes ces caractéristiques, vous pouvez aussi dire que ce sont des schémas. Et ces schémas, après eux-mêmes, peuvent être encore composés d'autres schémas. Comme je vous dis, le schéma de la cuisine, vous allez avoir le schéma de ce qu'est un robinet, de ce qu'est peut-être un évier, de ce qu'est peut-être une table, de ce qu'est peut-être une cuisinière. Donc tout ça, ce sont des schémas qui composent votre schéma. Ok, c'est bon, merci. C'est vraiment un emboîtement, quoi. Hein. C'est les poupées russes, si vous voulez, un petit peu. Enfin, Et Donc ouais, vas-y. Non, vas-y.
Ok. Et du coup, au niveau des slots, si j'ai bien compris, c'est les caractéristiques typiques qui sont déjà présentes à la base et Ouais. qui sont établies en fonction du coup, de notre culture. Ouais, donc Ok. pareil. Voilà, donc c'est des caractéristiques abstraites, hein. On est sur abstrait au sens où euh, c'est pas, euh, c'est pas encore précis. C'est-à-dire qu'un toit, c'est un toit. Après, il peut avoir différentes Mm. formes, il peut avoir différents matériaux. Ce que je retiens juste, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de la maison. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est pas structuré n'importe comment, hein, c'est au-dessus de la maison et ça permet de protéger les murs et le reste de la maison. Mais le toit, il Ok. peut avoir différentes formes. Il peut C'est le avoir, premier schéma en quelque sorte, quoi, le schéma initial. ouais, de la maison, oui. Ok. Si vous voulez. Alors, vous pourriez avoir un schéma de ce qu'est une tuile, par exemple. Bon, après, je vois pas tous les éléments qui composent la tuile, mais Ça, du coup, ce serait des sous-schémas. ouais. Mais bon, le schéma d'une tuile, je sais pas si on parlerait de schéma pour une tuile, parce que je Ouais. vois pas les slots qui composent la tuile. Si, peut-être la Et si, forme, mais et ce puis serait les la matière. différentes composantes. Ouais. Rouge, ovale. Ouais, non, effectivement, vous avez raison. La forme et la matière. Ouais. Alors, ben, je vais vous présenter l'exemple du vélo pour vous aider à comprendre justement l'idée. Alors, je vais juste essayer d'effacer le petit trait qui a été fait. Normalement, je dois pouvoir le faire. Dans annoter, je peux normalement effacer. Voilà, super. Ok. Alors, si je prends le schéma du vélo, si je vous dis, ben, dites-moi quel est le schéma du vélo. En gros, quels sont les slots qui composent le schéma du vélo? Une roue, Ouais, une selle, ouais, des pédales, une chaîne. ouais. Un Un guidon, guidon. Bon. une fourche, des rayons. Ok. Alors, pour moi, vous êtes certains un peu trop précis. Pour moi, ce qui caractérise un vélo, c'est déjà deux roues. Pas qu'une seule, hein, deux roues. Parce qu'il n'y en a qu'une, c'est un monocycle, mais ce n'est pas un vélo. Donc pour moi, déjà, dans mon schéma, c'est deux roues. Ensuite, il faut qu'il y ait une selle, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un guidon, je suis d'accord. Il faut qu'il y ait un pédalier, je suis d'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il y ait une chaîne? Pas forcément, vous avez des vélos sans chaîne. Hein, des vélos pour enfants où vous pouvez pédaler et il n'y a pas de transmission par chaîne. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des rayons? Mais pas forcément. Vous avez des roues pleines, des fois, sur des vélos, et d'autres avec des rayons. Donc, vous voyez, déjà là, vous êtes sur les attributs. Vous n'êtes plus sur le slot. Le slot, c'est vraiment les roues. Et après, on va voir que les roues, elles peuvent avoir... L'armature, non, aussi. Et oui, et le cadre, bien sûr. Et le cadre, très important. Donc, en gros, si vous êtes face à un objet qui répond à toutes ces caractéristiques, à tous ces slots, et que vous arrivez à remplir chaque slot, c'est-à-dire, bah, tiens, le cadre, il est de quelle couleur, il est de quelle forme, donc j'arrive à remplir, c'est-à-dire à le caractériser en fonction de l'objet que je regarde, et si je remplis tous mes slots, alors je dis que c'est un vélo. Donc, je vous fais la démonstration. Ici, vous avez un vélo. On est d'accord tous pour dire que c'est un vélo. Hein. Après, encore une fois, avec notre culture, hein, on pourrait avoir d'autres cultures où, je ne sais pas, ils appellent un vélo autre chose, quoi. Mais chez nous, en tout cas sur la culture occidentale, on va dire qu'on a plutôt la représentation d'un vélo, la connaissance d'un vélo. Ici, j'ai deux roues, tout va bien, j'ai un cadre, tout va bien, j'ai une selle, j'ai un guidon et j'ai un pédalier. Bon, visiblement, tous mes slots sont remplis, les roues, elles sont blanches, il y a des rayons, très bien, là, on a un guidon un peu droit, on a une selle qui a l'air bien confortable, et on a une chaîne même qui est protégée, là, bon, bah, très bien, mais tout ça, ça fonctionne. Je vous présente un autre vélo. Ah, pas de problème, c'est un vélo. Il y a bien deux roues, il y a des pédaliers, mais le guidon n'est pas le même, hein. C'est pas grave, ça reste un guidon, c'est un guidon de course. La selle est profilée, elle est plutôt courte, ça n'a rien à voir avec la selle qui est ici, qui est beaucoup plus confortable, mais ça reste une selle, on peut s'asseoir dessus, donc tout va bien, on s'assoit dessus, ça reste une selle. Ah, là j'ai un vélo un peu plus atypique, mais ça reste un vélo. Pourquoi? Parce que tous les slots sont remplis. Là j'ai bien le guidon. Alors il est un peu atypique, on n'a pas l'habitude de voir ces guidons, mais on comprend bien qu'on peut poser ses mains dessus pour le diriger. On a deux petits trous, une selle avec un long tube, c'est un peu bizarre, mais ça reste une selle, et on a un cadre. Donc en fait c'est un vélo pliable, hein, donc voilà. Il est moins typique que les autres, mais c'est pas grave, grâce à mon schéma de connaissance, je suis capable de le reconnaître comme un vélo. Même exemple ici, on a une situation un peu atypique, tiens, on a un cadre très original, qui est vraiment très différent de ce qui se fait habituellement. Bon, mais j'ai bien mes slots qui sont remplis, regardez, j'ai mes roues, j'ai mon pédalier, j'ai ma selle, j'ai mon guidon, j'ai un cadre certes original, mais ça reste un cadre. Donc, c'est un vélo, votre schéma de connaissance que vous avez activé, chaque slot a été rempli de manière satisfaisante, donc ça fonctionne. Maintenant, dites-moi si ça, c'est un vélo. Bah oui. Pour moi, oui. Pour moi, ça en est toujours un. Ok. Pour moi aussi. Ok, donc pour certains, donc c'est bien que vous disiez pour moi, ça c'est important. Donc pour vous, c'est un vélo, pour d'autres, ça n'en est pas un.
Donc, On après, a ça quand va même dépendre. le cadre, les roues et la selle. Alors, mais très bien. Et le On va guidon, on reprendre. l'imagine entre ses mains, même si. Alors voilà, c'est ça. On les Donc, voit les poignets, on les voit distinctement dans ses mains. C'est juste que c'est pas la même forme, mais sinon il y a tout pareil. alors, très bien. Donc là, on a 2 roues, donc ça marche. On a un espèce de système de pédalier, mais on ne sait pas trop avec quoi il pédale, parce que moi, je vois pas trop les pédales, hein. Pas super Monsieur, pratique. c'est plus sympa à l'avant, au côté des premiers rouages de chaîne, là, En fait, je pense qu'il appuie, vous savez, il appuie de manière plus verticale sur ces tiges-là, qui après active, je pense, le pédalier. Après, Bon, vu la je sais pas vitesse où il trop. va, il n'a pas besoin de pédaler, hein. Ouais, alors en plus, après, s'il est en descente, c'est sûr qu'il n'a pas besoin. Donc, vous voyez, déjà, on peut s'interroger, est-ce qu'il y a la présence d'un pédalier? C'est pas très clair. La selle, alors la selle, vous me dites, elle y est. Alors, tout dépend de votre connaissance de ce qu'est une selle, de votre représentation de ce qu'est une selle. Si une selle, ça veut dire s'asseoir dessus, pour moi, ça n'est pas une selle. Maintenant, si pour vous, une selle, c'est juste reposer le haut du corps, alors ça va. Vous avez raison, c'est une selle. Tout Mais dépend. plus généralement, c'est pour reposer c'est pour reposer quelque chose, que ce soit enfin, que ce soit dans le dernier exemple ou celui juste au-dessus, on repose quand même quelque chose dessus. Oui, mais après, tout dépend. Ça, c'est votre connaissance. Encore une fois, cherchez pas la vérité. Ça, c'est votre vérité. C'est ce que je vous explique. Ce qui est important, c'est pas de savoir ce qui est la vérité ou pas. C'est votre connaissance du monde, et votre connaissance, c'est votre représentation des choses. Si vous me dites, moi, à partir du moment où ça permet de maintenir le haut du corps, c'est une selle, et là, vous avez cette partie-là, mais vous ne voyez pas, vous avez, je pense, aussi au niveau des épaules. Donc, est-ce que ça, c'est une selle? Ok. Si pour vous c'est une selle, il n'y a pas de problème. Mais pour d'autres personnes, ils vous diront non, ça n'est pas une selle dans le sens où je ne suis pas assis dessus. La fonction d'une selle, c'est de pouvoir s'asseoir. Donc, tout dépend de la conception que vous avez construite de ce qu'est une selle. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si vous avez raison ou tort. Personne n'a raison ou tort dans cette histoire. Donc, ce que ça montre ici, c'est que vous allez mobiliser vos connaissances pour déterminer si cet objet est un vélo. Donc, 2 possibilités. Soit, donc vous considérez que ce n'est pas un vélo, ben vous allez construire un autre schéma. Vous allez commencer à construire une autre représentation, une autre connaissance, c'est-à-dire qu'il y a un autre véhicule qui ne s'appelle pas vélo, qui s'appelle je ne sais pas quoi, et qui est un véhicule atypique, mais vous ne l'associez pas au vélo. Ça peut être une possibilité. Je vous donne un exemple. Vous avez tous un schéma de ce qu'est un scooter. Et pourtant, un scooter, il y a 2 roues, il y a un cadre, il y a un guidon, il y a une selle. Si je m'arrête à ça, ça ressemble quand même pas mal à un vélo, sauf qu'il y a un moteur, et ça change tout. Et le fait qu'il y a un moteur, ça vous a amené à construire un autre schéma. Ben ici, ça peut être pareil. C'est l'idée, tiens, il y a pas mal d'éléments, ça ressemble à un vélo, mais il me manque des éléments importants, donc je ne peux pas dire que c'est un vélo, je vais considérer que c'est autre chose. Donc vous construisez une autre connaissance. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous dites c'est un vélo, mais c'est un vélo atypique et qui va faire évoluer votre schéma. Votre schéma, il n'est pas figé. Vous allez construire vos schémas et les faire évoluer tout au long de votre vie. Vos connaissances, elles évoluent, notamment en fonction de vos découvertes, de vos interactions avec l'environnement, de ce que vous allez découvrir de nouveau. Donc ici, vous avez un objet nouveau qui va peut-être vous amener à faire évoluer votre schéma du vélo. Par exemple, en se disant, tiens, le schéma du vélo, c'est qu'on peut avoir des choses qui sont des selles, qui sont comme des selles, mais qui supportent finalement tout le haut du corps et pas uniquement l'assise. Donc, vous allez faire évoluer votre schéma. Pardon, je n'ai pas entendu. Vous parliez. Je dis c'est une sorte de variante en fait, non? C'est soit une variante, soit à un moment, vous élargissez votre concept. C'est-à-dire que vous allez définir qu'une selle n'est pas juste quelque chose sur lequel on s'assoit, mais une selle est quelque chose sur lequel on peut poser le haut du corps. Du coup, vous allez réviser votre concept. Et vous allez l'élargir au sens où il est plus abstrait et il permet de prendre en compte de nouvelles situations. Donc, ce n'est pas une variante, c'est plus, je vais l'élargir. Je ne sais pas, c'est comme si je vous disais une maison. Une maison, vous avez un concept de maison, et imaginons que vous tombez sur une cabane, une petite cabane, petite, et vous imaginez que la cabane est une maison. Pour vous, ce n'est pas une cabane, c'est une maison. Donc, il va falloir réviser votre schéma, qui est la taille des maisons. Et donc, en fait, se dire que la taille n'est peut-être plus un critère suffisant pour la maison. On peut avoir une petite maison, une très grande maison. Donc, c'est ça, l'évolution de vos schémas. Ça peut être, je rajoute de nouveaux slots, ou j'en fais disparaître, ou j'élargis ce qu'il recouvre, quoi, notamment avec la selle. Et du coup, monsieur, en fait, ça veut dire que nos schémas, ils évoluent tout au long de notre vie, en fait. Ben oui, ouais, absolument. Ah, d'accord. En fait, vos schémas, ce sont vos connaissances. Et vos connaissances, heureusement, elles évoluent tout au long de votre vie, quoi.
Alors, il y en a qui sont plus ou moins stables, hein. Le schéma des vélos, par exemple, je vous ai pris cet exemple, il y a de fortes chances pour qu'il soit assez stable, parce que vous êtes souvent confronté aux mêmes choses. Mais il y a des petites choses, ça va continuer à évoluer avec le temps. Donc, retenez bien que ce sont des structures abstraites de connaissances, les schémas, qui vous permettent justement de prendre des décisions dans l'environnement, de dire est-ce que cet objet correspond ou pas à ce que je pense, à ce que sont mes connaissances, pardon. Est-ce que cet objet répond bien à mon schéma de connaissances? Alors, on va parler d'un autre type de schéma, ce sont les scripts. Donc, notez bien les auteurs Chang et Abelson. Donc, les scripts, vous allez voir, ce sont des schémas, mais qui sont dédiés aux événements et aux séquences d'événements typiques d'une situation. Donc, cette idée des scripts, en gros, ce sont des schémas abstraits, toujours pareil, mais on est sur les événements. Donc, par exemple, si je vous parle du restaurant, c'est l'exemple classique qu'on prend avec les étudiants, le script du restaurant, en gros, c'est le schéma que vous avez en mémoire qui vous permet d'aller au restaurant sans vous tromper. C'est-à-dire en ayant les bons comportements pour pouvoir manger comme vous le souhaitez et repartir comme vous le souhaitez. C'est-à-dire quand vous allez au restaurant, normalement, vous entrez dans le restaurant, vous trouvez une table, vous allez choisir une chaise et vous asseyez. D'accord? Ça, c'est une succession d'événements qu'on va avoir. Ensuite, ça enchaîne la consultation du menu. Vous allez choisir des plats. Vous allez commander auprès d'un serveur et vous attendez. Vous attendez qu'on vous amène les plats. Ensuite, les plats arrivent, vous mangez, le serveur apporte l'addition, vous payez et vous quittez le restaurant. Ça, en gros, c'est, si vous voulez, vos slots, hein, vos slots généraux comme ça, qui sont organisés de manière séquentielle et qui vont expliquer comment se déroule l'ensemble des événements typiques pour aller au restaurant. Ça vous permet de vous adapter. Quand vous allez dans un restaurant chinois ou que vous alliez dans un restaurant traditionnel ou un restaurant terroir, machin, etc., vous allez normalement savoir vous comporter, c'est-à-dire que vous allez pouvoir organiser vos comportements de manière adaptée au restaurant. Après, on aura évidemment des cas particuliers. Est-ce que, par exemple, le slot payé, vous payez en liquide? Est-ce que vous payez par carte bleue? Est-ce que vous payez à la table ou est-ce que vous payez au comptoir? Voilà, bien sûr, il y aura après des instanciations différentes selon les restaurants, comme l'histoire de mes tuiles et de mon ardoise avec le toit. Donc ça, c'est pareil. Sauf que votre schéma de restaurant, parfois, il n'est pas adapté à certains restaurants. Donc, par exemple, si vous allez dans un fast-food, ce schéma de restaurant, il n'est pas adapté. On est d'accord? Si vous asseyez et que vous attendez que le serveur vous apporte le menu, c'est mal barré. Si vous attendez de pouvoir manger et de payer après, vous êtes mal embarqué aussi. Donc, ça veut dire que quand vous allez dans un fast-food, vous avez construit un autre schéma. C'est un autre schéma, un autre script qui correspond au fast-food. Alors, je vous présente une petite vidéo marrante de Mr Bean, justement, pour vous montrer que dans certaines situations, nos scripts et nos schémas, qui sont la plupart du temps très utiles, parfois peuvent être inadaptés et nous amener à des mauvais comportements. Donc, on a Mr Bean ici qui vient dans un restaurant extrêmement chic de gastronomie et qui arrive pour prendre donc s'asseoir à une table. Ok. Donc vous avez compris l'idée. Il arrive dans le restaurant. Il y a une coutume dans ce restaurant que le serveur tire la chaise pour pouvoir installer la personne. Et ça ne fait pas partie de son schéma, de son script. Donc on voit à un moment comment, quand vous êtes face à une situation qui ne correspond pas à vos scripts, vous pouvez avoir des comportements inadaptés. Voilà, c'était pour la blague, mais au moins vous retiendrez l'idée, quoi. Alors, je vais vous présenter un autre modèle. C'est une autre façon de se représenter les structures de connaissances. Ce sont les réseaux sémantiques de Collins et Killian, donc en 69. Donc, ce sont des auteurs qui ont développé une façon de se représenter un peu même informatiquement, comment pourraient être organisées les connaissances dans votre mémoire. Donc là, ils partent du principe, donc on est sur la mémoire sémantique, je reviendrai sur la mémoire sémantique plus tard. En gros, vous avez un ensemble de cellules qui constituent un nœud. Alors, retenez qu'il y a un nœud, qu'il y a un mot, en fait, qui désigne un concept. Donc, ce concept, c'est un nœud. Je vais vous le présenter après, sous forme un peu graphique. Et ces nœuds sont reliés entre eux par des liens. Vous allez voir, on a deux types de liens qui qualifient la relation entre les nœuds. Donc, en gros, ce que dit ce principe-là, enfin, ce réseau sémantique, c'est que vos connaissances sont organisées entre elles. Donc, elles ont des liens qui les organisent, qui leur permettent donc d'activer les connaissances les unes avec les autres. Donc, quand je vais penser à un concept, vous allez voir, ça va activer d'autres concepts.
Voilà typiquement une représentation de ce qu'est un réseau sémantique pour Collins et Kilian. Donc voilà l'exemple classique qu'on trouve dans la littérature. Si vous pensez à oiseau, donc ici vous avez un nœud avec le concept d'oiseau. Si vous pensez à oiseau, il y a de fortes chances pour que ça active dans votre mémoire le concept d'animal. Pourquoi? Parce que l'oiseau est directement un animal, donc il fait partie de la catégorie animale. Donc vous voyez déjà, on a une relation hiérarchique. Dans les animaux, on va avoir aussi les mammifères, on va avoir d'autres animaux. Donc on a des relations hiérarchiques entre les concepts. Ça, c'est la première idée. Parce que dans la catégorie des oiseaux, on va aussi trouver différentes espèces d'oiseaux. On va trouver le rouge-gorge, le canari, vous avez le vautour, la buse, ce que vous voulez. En gros, on a une organisation dans notre mémoire sous forme plutôt hiérarchique, d'emboîtement, vous voyez, comme ça, des concepts. Donc c'est ça, c'est ce qu'on appelle des concepts sous-ordonnés. Et ça, ce sont des concepts plus surordonnés, donc qui sont au-dessus dans les catégories. Quand vous pensez à un oiseau, vous allez penser certainement, ça va activer le concept d'animal dans votre tête, parce que l'oiseau est un animal, mais ça va activer certainement deux attributs particuliers. En gros, qu'est-ce qui caractérise l'oiseau? Donc on va activer deux autres concepts dans notre mémoire, le fait de voler et le fait d'avoir des plumes. Typiquement, oiseau, quelles sont les caractéristiques typiques et qui distinguent l'oiseau des autres animaux? Ce sont les plumes et le fait de pouvoir voler. Si je prends l'exemple de canari, même chose, quand je pense à un canari, je vais penser tout de suite à la catégorie qui est surordonnée, c'est-à-dire à quelle catégorie appartient mon canari? Il appartient à la catégorie des oiseaux. Ce canari, quand je vais penser au canari, je vais activer spontanément en mémoire le concept de jeune. Et je vais certainement aussi activer le concept de petit, parce que les canaris sont généralement petits et jeunes. Alors pourquoi j'active jeune, petit? Pourquoi je n'activerai pas le fait qu'il a un bec? Pourquoi je n'activerai pas le fait qu'il a deux yeux? Pourquoi je n'activerai pas le fait qu'il a des plumes? Pourquoi je n'activerai pas le fait qu'il ait deux pattes? Vous voyez? Donc pourquoi je n'active pas ces concepts spontanément? Le concept qui vient en priorité, c'est le concept de jeune et le concept petit. Tout simplement, c'est ce qu'on appelle un principe d'économie cognitive. Donc ça, c'est important, c'est que votre mémoire, votre attention, elle ne peut pas penser à tout au même moment. On est d'accord? On ne peut pas simultanément penser à tout ce qui caractérise un canari. Donc, on active dans notre mémoire uniquement les concepts qui le distinguent des autres concepts. C'est-à-dire, qu'est-ce qui distingue le canari de notre oiseau? C'est le fait qu'il soit jeune et petit. Par rapport à une pie, tout de suite, il est jeune et petit. La pie, qu'est-ce qui va la caractériser? Certainement le fait qu'elle soit blanche et noire, et peut-être avec un long bec noir. Donc ça, c'est des choses qu'on active spontanément parce que ça nous permet de distinguer facilement les concepts des autres concepts. Donc ça explique comment sont structurées vos connaissances et comment vous avez tendance à les activer dans votre mémoire. Donc pour résumer ce que je viens de vous dire, je le marque ici. Première idée, on a une organisation de nos connaissances qui est hiérarchique ici. Alors attention, ça c'est un modèle qui marche pour certains types de connaissances, comme les oiseaux, les animaux, tout ce qui est un peu taxonomique, mais attention, ça ne marche pas pour d'autres connaissances. Si je vous parle d'une séquence d'événements du restaurant, ça ne fonctionne pas, d'accord? Il faut aller chercher les scripts. Donc c'est pour ça que je vous dis, les modèles, ils sont pertinents selon les objets que je veux étudier, selon les questions que je me pose en tant que psychologue. Donc ici, on a l'idée d'une organisation hiérarchique. Deuxième idée, les concepts sont reliés par deux types de liens possibles, soit de type est un élément de, donc l'oiseau est un élément animal, donc fait partie de la catégorie animale, si vous préférez, soit le lien est de type propriété, c'est-à-dire quelles sont les propriétés, les attributs de l'oiseau. Il vole, il a des plumes, donc on a des liens de propriété. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a ici, lien de type est un élément de et lien de type attribut. Et troisième point important, c'est le principe d'économie cognitive dont je vous parlais. Seuls les concepts qui permettent de distinguer le canari sont présents dans le réseau sémantique. C'est-à-dire que dans votre mémoire, vous mobilisez uniquement les attributs qui vous permettent de le distinguer rapidement, sans penser à tout ce qui caractérise un canari. Ce qui vous permet du coup d'avoir de l'espace en mémoire pour penser à autre chose. Ok. Monsieur, du coup, ce que vous appelez le principe d'économie cognitive, en fait, c'est quand on pense à un canari, comme on le rallie directement à oiseau, on n'est pas obligé de penser bec, pattes, etc. C'est pour ça qu'on pense directement à jaune, petit. Ouais. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, quand vous pensez à canari, vous avez raison, vous activez le concept d'oiseau. Donc, il n'y a pas besoin de penser forcément à pattes, volets, plumes. Mais dans un premier temps, vous allez penser à jaune, parce que c'est l'élément le plus caractéristique, le plus typique du canari qui nous permet de le distinguer rapidement des autres. Mais ensuite, si vous pensez au concept d'oiseau, le fait que, par exemple, si vous comparez
un canari à un chien, vous n'allez pas juste me dire jaune et petit. Là, vous allez me dire oiseau. Vous voyez, vous montez au niveau supérieur oiseau par rapport au chien, donc il vole, il a des plumes. Donc vous allez penser, c'est ce que vous dites, hein, je pense à oiseau et j'active les attributs voler et plumes. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Comment ça se met en place tout ça? Ça se met en place justement avec l'expérience, avec la pratique, avec les associations, notamment le fait que vous associez régulièrement des connaissances entre elles, ça va créer des liens, justement. Par exemple, si je prends mon canari, imaginons, vous voyez un canari pour la première fois de votre vie. Bon, il est jaune, ok, mais ça ne veut pas dire que vous avez associé jaune à canari. Vous avez peut-être associé canari au fait qu'il ait des plumes, un bec, donc c'est un oiseau, mais vous n'êtes pas capable de le distinguer des autres. Puis vous allez voir un deuxième canari, puis un troisième, et puis au bout de votre 50e canari, vous allez dire, mais ils sont tous jaunes, quoi. Donc à un moment donné, vous allez associer le concept de jaune à canari. Mais vous le faites implicitement, vous ne le faites pas de manière consciente. Vous le faites par apprentissage implicite, ça force d'être exposé à ces informations-là, à ces images-là, à ces connaissances-là, vous les construisez sur cette base-là, et donc vous allez faire des associations en mémoire. Monsieur, D'accord, merci. Ouais. J'ai compris la différence entre le script et ce que vous parlez là, les réseaux sémantiques. Voilà, les réseaux sémantiques, mais je ne vois pas une grande différence entre les schémas et les sous-schémas du réseau sémantique. Du coup, parce que c'est un peu pareil au final quand même. Il y a l'idée d'emboîtement. Ouais. Il peut y avoir. Alors, vous avez raison, il y a une convergence sur les emboîtements. Les schémas ont ces relations de catégories un peu générales avec des sous-parties qu'on peut effectivement décliner en sous-schémas. Donc vous avez raison, il y a des structurations hiérarchiques aussi qu'on peut retrouver dans les schémas et comme dans les réseaux sémantiques. Vous avez raison. Du coup, Excusez-moi. Ouais, vas-y. Merci. Et du coup, le principe d'économie cognitive, il change selon avec quoi on compare. C'est-à-dire que par exemple, le canari, si on le compare avec tous les animaux, on va dire qu'il est jaune et petit. Mais comme vous avez dit, si on le compare avec le chien, on va préciser que c'est un oiseau. Voilà. Si je le compare avec le chien, j'aurais tendance certainement à le comparer du fait que c'est un oiseau et donc à activer les attributs de voler et de plume. Si je le compare à un autre oiseau, il y a de fortes chances pour que je n'active que jaune. Jaune et petit. Parce que, en gros, il a les mêmes attributs que les autres oiseaux. Qu'est-ce qui le distingue des autres oiseaux? C'est pour ça que vous avez activé spontanément ces attributs-là en tête. Merci. Est-ce que une peinture, enfin l'art en général, ça fait appel à ces réseaux sémantiques très personnels et est-ce que ça peut être… Une peinture, qu'est-ce que vous entendez par peinture? Une peinture, n'importe laquelle, n'importe quelle œuvre, quand on la regarde, est-ce que ça, parce que ça fait appel à nos réseaux sémantiques à nous, c'est ce qui fait notre interprétation de la peinture? Ah oui, bien sûr. Les tableaux, les peintures, les dessins, ce que vous voulez. Généralement, vous mettez en œuvre des traitements descendants justement sur la base de vos connaissances et vous créez une interprétation. Absolument. D'accord. Après, sur de l'art, des fois abstrait, pas forcément. Il peut y avoir des émotions associées, bien sûr, des choses comme ça, mais il n'y a pas forcément d'interprétation parfois. C'est plus un ressenti. Dans ce cas-là, on est moins sur la mobilisation de connaissances conceptuelles. Monsieur, on n'associe pas d'émotions à ces réseaux sémantiques, on n'associe pas de… Ah, les émotions, c'est autre chose. Alors là, les réseaux sémantiques dont je vous parle ici n'intègrent pas les émotions. D'accord. Mais les émotions font partie des connaissances. Parce qu'on associe parfois des émotions à des souvenirs, à des épisodes, à des connaissances. Donc, c'est une forme associative de connaissances, on associe l'émotion. Mais là, ce modèle-là, vous voyez, si vous voulez vous intéresser aux émotions, du coup, c'est un bon exemple, ce modèle-là n'est pas intéressant. Ce n'est pas ce modèle-là que vous allez mobiliser. C'est d'autres modèles qui expliquent comment sont organisées vos connaissances, parce qu'elles intègrent une dimension éventuellement de l'association à des émotions. Monsieur, tout à l'heure, pour la question avec les schémas et les schémas sémantiques, en fait, je vous demandais la différence en fait, qu'on peut faire parce que je n'arrive pas trop à saisir la différence qu'il y a entre les deux. La différence, c'est que en fait, un schéma, si vous avez le schéma d'oiseau, ça va être par exemple bec, deux pattes, volet, plume, on va dire c'est les slots.
D'accord? Ça veut dire que si tous ces éléments-là sont validés quand je regarde un animal, s'il a des plumes... alors tiens, par exemple, il vole. Vous regardez une autruche, vous ne connaissez pas les autruches. Ben, les autruches, vous aurez envie de dire, c'est pas un oiseau. C'est pas un oiseau parce qu'il ne vole pas. Donc le schéma que vous avez en mémoire va vous amener à interpréter le monde. Cet oiseau qui, pour vous, n'en est pas un parce qu'il ne vole pas, vous allez considérer que ça doit être un autre animal. Et le schéma vous aide à notamment identifier, interpréter ce que vous voyez. Ici, le réseau sémantique, c'est pas tant l'idée d'interpréter, c'est plus l'idée d'activation. C'est-à-dire que quand je vais penser à un concept, ça va activer d'autres concepts qui sont associés à ce concept. Donc, vous voyez, l'idée est différente. Ici, on est plutôt sur l'idée de relation, de lien et comment ça active des concepts entre eux, alors que les schémas, c'est plutôt comment sont organisés, structurer vos connaissances de manière à vérifier que ce que je suis en train de voir correspond bien à mes connaissances. Voilà, je vous fais court comme ça. Est-ce qu'on peut dire du coup qu'un réseau sémantique, en fait, c'est un réseau de schémas de connaissances qui sont liés et connectés les uns aux autres? Ah, vous cherchez à faire de l'intégration entre les modèles. C'est bien, vous avez raison sur le fond. Il y a des liens, bien sûr qu'il y a des liens. Il y a des liens, mais... Par exemple, comme on peut le voir sur le schéma où on a le schéma du mammifère, le schéma du chat, le schéma du chien qui sont tous liés les uns aux autres. Là, je dirais le lien que vous pouvez avoir, c'est ici entre les attributs et le concept. C'est-à-dire que si je prends oiseau avec vol et plume, ça se rapproche du schéma, en effet. Oui, c'est ça. D'accord? Mais si je regarde les autres liens éteints, on n'est plus dans le schéma, parce que le schéma, lui, l'oiseau, si j'ai une relation hiérarchique après, c'est qu'est-ce qui compose, quels sont les éléments qui composent l'oiseau, caractérisent l'oiseau, et éventuellement, est-ce qu'il y a des sous-schémas qui peuvent expliquer comment sont organisés chaque élément de l'oiseau, je ne sais pas, schéma d'une patte, pour y avoir ça. On ne l'a pas du tout ici. Là, on a plutôt une idée de catégorie. Ça, le rouge-gorge est un exemplaire d'oiseau, et l'oiseau est un exemplaire d'animal. Ça, vous ne l'avez pas dans les schémas. Donc, on a cette relation d'emboîtement qui est basée sur le fait d'être un exemplaire d'une catégorie supérieure qui n'est pas dans les schémas. Par contre, le schéma voilà, se rapproche plus de ça ici, des attributs. OK ouais. Il faudrait qu'on avance, parce que je suis désolé, je vois le temps tourner. Une dernière question, et après on avance, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous montrer encore. Est-ce qu'il y a un sommet à cette organisation hiérarchique? J'en sais rien. Vous pourriez dire que animal fait partie des êtres vivants. Je sais pas. Oui. Ils sont reliés eux-mêmes à la nature et on peut... Après, chacun voilà, se construit son propre réseau. Là, en termes hiérarchiques, oui, je pense qu'il y a un sommet, sinon je ne sais pas où vous atterrissez. Mais en termes de connaissances, ça doit s'arrêter à une catégorie surordonnée qui englobe tout, effectivement, les êtres vivants, par exemple. Dans les êtres vivants, vous avez les animaux, vous avez les végétaux, après vous avez les êtres non vivants, enfin pas les êtres, les objets inanimés ou tout ce qui est minéral, voilà. Donc après, vous avez vos propres catégories qui sont plus ou moins basées sur les connaissances académiques ou les connaissances que vous avez du monde dans vos interactions. OK. Allez, je continue. On va faire un petit exemple d'activation de vos structures de connaissances pour vous montrer que vous avez bien des choses qui sont interreliées dans votre mémoire. Donc, je vais vous faire un petit truc que vous allez reconnaître pour certains. Je vous demande de focaliser votre attention sur la couleur blanche. Vous allez penser au blanc, vous pensez qu'à blanc. Vous ne pensez à rien d'autre. Vous regardez ce carré, vous dites qu'il est blanc. Vous demandez, voilà, si cette couleur est bien blanche. Oui, elle est blanche. Donc, on a un rond qui est blanc. Vous focalisez dessus. Vous avez une flèche qui est blanche, donc vous ne pensez qu'à blanc. La neige aussi, elle est blanche. Tout est blanc, c'est Noël. On a une tache là, qui est blanche. Tout va bien. Et je vous demande de répondre rapidement à la question suivante. Donc, que boivent les vaches? De l'eau. De l'eau. Okay. Qui a pensé au lait, honnêtement? Moi. Clairement. Moi aussi. J'ai pensé au lait, puis après je me suis dit merde, c'est pas ça. J'ai failli. J'ai dit lait, j'ai Moi, j'y ai pensé aussi, ouais. Bon, très bien. C'est la réponse, mais j'ai pensé au lait. Ok. Donc, après, c'est super connu. C'est super connu. Voilà, ok. Donc, du coup, on a tous fait ça quand on était gamin dans les cours d'école. Et des fois, bon, on oublie un peu et ça marche chez certains. Comme c'est un processus très automatique, vous pensez aller. Bon, après, vous vous rattrapez en disant, mais non, qu'est-ce que je suis en train de dire?
Attendez, je finis là, la démonstration. Et donc, vous présentez donc ça. Vous êtes en train de penser aller spontanément, parce qu'on est sur des processus automatiques. Alors, ces processus automatiques, ils sont basés sur de l'activation de vos connaissances. Et je vous explique comment ça fonctionne. Première idée, je vous demande de penser à blanc. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je suractive dans votre mémoire le concept de blanc. Donc, je suractive, si vous voulez, les réseaux de neurones qui sont dédiés dans votre cerveau à la couleur blanche. Donc, vous pensez à ça, vous l'activez, vous suractivez. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous suractivez une connaissance? En fait, vous allez, sans vous en rendre compte, de manière totalement non consciente, vous allez activer des connaissances dans votre mémoire qui sont assez proches. Donc, des concepts qui sont très, très fortement reliés à cette couleur blanche. Donc, par exemple, bon, je vous ai dit de penser à la neige, mais en pensant à blanc, 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 tiens, à un moment, peut-être ça va activer l'idée que la neige est blanche. Ça va vous faire penser à votre feuille blanche, peut-être que vous avez pour prendre des notes. Donc, ça active chez vous des concepts qui sont assez fortement reliés à cette couleur blanche. Et donc, soudainement, je vous présente la phrase suivante, « Que boivent les vaches ?» Et j'introduis deux autres concepts. Le premier concept, c'est la boisson, boire, et le deuxième concept, c'est la vache. En plus, je vous ai mis une petite image pour renforcer l'activation du concept. Donc, ce que j'ai fait, je vous ai posé une question qui mobilise deux autres concepts. Or, ces deux autres concepts, ils ont quand même des liens avec le premier concept blanc. Il y a une interconnexion, il y a une intersection. En gros, quand j'ai activé blanc, j'ai activé plein de concepts sans m'en rendre compte autour de cette couleur blanche. Et quand j'active boisson et vache, ben dans votre mémoire, hop, les choses se relient, c'est-à-dire que les mêmes réseaux ont été activés, ou des réseaux de connaissances proches, et du coup, qu'est-ce qui est blanc? Qu'est-ce qu'on boit et qu'est-ce qui a un lien avec la vache? Et spontanément, ça active le concept de lait dans votre mémoire. Donc, vous voyez, c'est des processus automatiques, non conscients, vous n'en avez pas conscience, et c'est lait qui vient spontanément. Sauf si voilà, vous connaissez le truc, vous avez inhibé, hein, c'est justement, vous avez fait du processus contrôlé, en disant non, je ne me ferai pas avoir, je sais qu'il y a le piège, je connais le piège. Donc, il n'y a pas de problème. Mais quand vous ne faites pas attention, vous activez spontanément le concept de lait et parfois vous le dites. Vous dites « Ah, bah, c'est du lait ». Après, vous vous rattrapez. Mais vous l'avez déclenché. Donc, on est bien dans de l'activation basée sur une organisation en réseau de vos connaissances. Alors, il y avait une question, dites-moi. C'était pas une question, c'était juste pour dire que pour l'avoir fait quand j'étais petite, l'idée de lait m'avait pas du tout traversé l'esprit, alors que là, avant que je réponde de l'eau, que j'y réfléchisse un peu plus, j'ai pensé au lait avant. D'accord, bah c'est ça. Du coup, ça a activé effectivement la boisson avant même que je vous déclenche la question. Ok. Ok, donc vous voyez cette idée, c'est juste une démonstration pour vous montrer que vos connaissances, elles sont interconnectées. Et plus vous activez une connaissance, plus il y a de chances pour que les connaissances qui sont associées à celle-ci soient activées. Et donc, qu'elles soient disponibles pour vos comportements, pour le langage, pour rappeler des souvenirs. Et monsieur, avec ces techniques, du coup, on ne peut pas faire du conditionnement? Alors, le conditionnement, c'est pas tout à fait ça. Le conditionnement, c'est quand vous allez répéter effectivement une situation, vous exposez une personne et que vous allez l'amener à déclencher toujours le même comportement face à la même situation. Et donc, effectivement, il y a un côté associatif, c'est-à-dire que une information va déclencher un comportement. Donc, ça veut bien dire que dans votre mémoire, il y a une association, effectivement. Donc, de ce point de vue-là, ça rejoint un peu le principe de réseau et d'activation. Mais après, le conditionnement, c'est l'idée plutôt qu'on va répéter une situation où on vous incite à déclencher toujours le même comportement. Et c'est cette association entre votre comportement et la situation qui devient un conditionnement, qui devient du conditionnement si c'est répété de manière régulière. Et que vous faites cette association. D'accord. Monsieur? Encore, enfin, oui, bon, je vous fais court, on pourra en discuter. Mais oui, allez-y. Ouais. Est-ce qu'on peut parler de slot que pour les schémas? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Alors, vous avez vu, les réseaux sémantiques, ça reste quand même assez général, assez abstrait quand même aussi. Donc, quand on dit plume, par exemple, plume dans les réseaux sémantiques, ça pourrait avoir différentes formes de plumes, différentes couleurs de plumes. Donc, mais je ne pense pas que dans les réseaux sémantiques, ils parlent de slot, mais ça reste à un niveau assez général, effectivement. Les slots, retenez que c'est vraiment une idée qui est dans les modèles propres au schéma. OK. Ok, merci.
Monsieur, c'est fait exprès qu'il n'y ait pas de S à mémoire ou pas? Qu'il n'y ait pas de S à mémoire? Ah oui, je sais pas. Non, non, c'est pas fait. Merci, celle-là, je la retiens. Je vais la noter. Non, merci de l'avoir relevé, parce que j'ai mis mémoire avec un S ici, justement, dans le titre exprès. Donc, on a bien plusieurs mémoires. On a bien plusieurs systèmes de mémoire. Enfin, vous allez voir, c'est des systèmes de mémoire. Alors, vous pouvez toujours parler de la mémoire au sens générique du terme, mais on va voir que vous n'avez pas qu'une mémoire et un fonctionnement de mémoire. Il y a plusieurs systèmes. C'est ça que je vais vous présenter tout de suite. Monsieur? Ouais. Est-ce que tout cela en fait référence à ce qu'on appelle s'asseoir à la pulsion? De référence à quoi, vous avez dit? S'asseoir à la pulsion. S'asseoir à la pulsion. Je ne comprends pas la question. Ok. Formulez-le autrement. Hein? Essayez de le reformuler autrement. Je veux dire, quand vous dites qu'on active, on active le concept, ouais. Tout ça, par exemple, quand vous dites quand on parle du lait, ouais. on passe directement, différemment et tout ça, c'est un peu pareil que s'asseoir à la pulsion et tout ça. Ouais, je ne suis pas sûr de bien saisir, je suis désolé. C'est le mot ou bien la question, vous n'avez pas comprise? Ouais, c'est la question que je ne saisis pas bien. Je ne comprends pas bien l'objectif de la question. Oui, je veux dire que quand vous dites que quand on parle du blanche, ouais. On pense directement référence au lait. Pas forcément. On pense à lait parce qu'on a activé vache et poisson. Alors, c'est le concept du s'asseoir à la pulsion, bien. Par exemple, bon, on pense que oui, c'est lait, c'est pas lait. Non, la question est bonne, non, c'est pas bonne, et tout ça. Non, je crois que je suis désolé. Okay. Non, je suis désolé, je ne saisis pas bien votre question. C'est moi qui suis sur des modèles différents et du coup, je ne comprends pas bien la question. Je vous propose, je suis désolé, qu'on continue parce que je vois le temps qui passe et j'ai plein de choses à vous dire. Vous avez plein de questions, c'est formidable. Je trouve ça bien, les étudiants aussi interactifs, je suis très content. Mais du coup, je suis super à la bourre. D'accord. Bon, disent que le s'asseoir à la pulsion, c'est juste un mot. Ça veut dire que le fait que quand un étudiant, ou par exemple, quand on parle à la personne, on lui pose une question, par exemple, quand on réfléchit dans une dissertation ou quelque chose du genre, directement, il y a une idée qui arrive. Bon, l'élève va s'interroger, non, ça, c'est une bonne idée, l'autre, non, c'est ça, quoi. C'est s'interroger, le fait de s'interroger sur l'idée. Le principe d'association d'idées, oui, d'accord. Oui, non, mais c'est ça, c'est le principe d'association d'idées. Pas au cours qu'il donne et tout. Ouais, je ne vais pas y arriver. Là, je suis désolé si vous me parlez par-dessus, en plus, j'y arrive plus. Donc, j'essaie de répondre rapidement et là, j'enchaîne. Je suis désolé parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc oui, si c'est l'idée d'association d'idées, c'est-à-dire le fait que vous êtes dans une situation et ça active des idées, oui, on est un peu dans ce principe d'activation de connaissances. Oui, je suis d'accord. D'accord, merci. Allez, j'enchaîne. Donc, on a plusieurs systèmes de mémoire. Alors, je suis désolé, je vais devoir aller un peu vite parce qu'on a pris du temps. Donc, on a mis en évidence différents systèmes de mémoire. Notamment grâce à des études sur les lésions et les dysfonctionnements cérébraux. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une personne qui a un AVC, vous avez une zone du cerveau très spécifique qui va être touchée, et là, on s'aperçoit que dans son fonctionnement de la mémoire, certaines activités de mémoire fonctionnent très bien, et d'autres ne fonctionnent plus très bien. Donc, ça voudrait dire qu'on a différentes structures, différentes zones de mémoire qui peuvent être touchées, tout en laissant d'autres systèmes de mémoire opérationnels et tout à fait valides. Donc, c'est ce que certains ont mis en évidence, par exemple, en distinguant les amnésies rétrogrades. Donc, les amnésies rétrogrades, c'est quand vous avez du mal à récupérer des souvenirs. Donc, typiquement, vous avez l'hippocampe, qui est une zone du cerveau importante dédiée à la mémoire. Donc, à partir du moment où vous avez certains dommages sur l'hippocampe, vous pouvez avoir des amnésies rétrogrades. Donc, vous n'arrivez pas à vous souvenir, par exemple, je ne sais pas, de l'endroit où vous étiez cet été en vacances, par exemple. Et vous avez ce qu'on appelle des amnésies antérogrades. Donc, des amnésies qui sont plutôt basées sur l'incapacité à créer de nouveaux souvenirs. Donc là, on a plutôt des lésions au niveau du cortex préfrontal et on a des personnes qui sont capables de vous dire oui, ils étaient en vacances cet été, par contre, ils ne sont pas capables de reconstruire des souvenirs, c'est-à-dire que s'ils passent 2 heures à suivre le cours de psychologie cognitive, 10 minutes après, vous leur demandez alors qu'est-ce que tu as fait pendant 2 heures, ils vont vous dire je ne sais pas. Et donc, ils n'ont pas créé le souvenir qu'ils ont suivi un cours pendant 2 heures.
Donc, vous voyez, ça veut dire qu'il y a deux niveaux différents ici, une amnésie rétrograde d'un côté, une amnésie antérograde. Ça vous pourrait bien dire qu'on a peut-être différents systèmes de mémoire derrière. Alors, on a une première distinction que je vous demande de retenir, elle est très importante, vous allez la retrouver tout au long de votre cursus, c'est la distinction entre mémoire à court terme et mémoire à long terme. Donc, c'est Atkinson et Shiffrin, donc ça, c'est des auteurs importants à retenir, qui proposent, vous allez voir, une architecture très simple du système cognitif. Donc, en gros, comment fonctionne votre système cognitif quand il traite une information et qu'il essaie de la stocker en mémoire et de la récupérer plus tard. Donc, je vais vous présenter ça, c'est très simple. Quand vous traitez une information qui vous provient de l'environnement, donc par exemple ce que je suis en train de vous dire, ce que vous êtes en train de regarder, vous allez d'abord le traiter sur le registre sensoriel. Donc, vous avez vos capteurs sensoriels, votre ouïe, votre vue, qui vont intervenir donc dans le traitement de ces informations. Ces informations, certaines, vont parvenir en mémoire à court terme. La mémoire à court terme, comme son nom l'indique, c'est cette mémoire qui vous permet de maintenir temporairement les informations. C'est-à-dire que les informations, si vous ne les traitez pas activement, elles vont disparaître, elles vont s'échapper. Donc, pour les maintenir, on va faire ce qu'on appelle de la répétition mentale. Donc, imaginons, vous voulez retenir un numéro de téléphone. Vous n'avez pas votre portable, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de crayon, il faut absolument mémoriser le numéro de téléphone. Vous allez entendre 06, 32, 28, etc. Et puis, si vous y pensez une fois, deux fois, il y a de fortes chances pour que dans 30 secondes, vous l'ayez oublié. En revanche, si vous l'auto-répétez, alors 06, 38, 06, 38, vous répétez le numéro, au bout d'un moment, ça va renforcer la trace en mémoire, et si tout va bien, au bout d'un moment, vous allez faciliter le transfert de cette information dans votre mémoire à long terme. Donc, votre mémoire à long terme, c'est cette mémoire dans laquelle vous stockez toutes vos connaissances sur le monde. Les connaissances, encore une fois, au sens très large. Donc, vos représentations, vos attitudes, vos croyances, vos connaissances académiques, vos savoir-faire, tout ça, savoir parler, tout ça, c'est en mémoire à long terme. Donc, ces connaissances-là, ces informations, elles vont aller vers la mémoire à long terme dans la mesure où je les ai traitées activement en mémoire à court terme. Donc, je les ai beaucoup répétées. Évidemment, on peut faire mieux que de la répétition pour mémoriser. Sinon, vous seriez obligé d'apprendre par cœur tous vos cours, ce serait complètement fou. Je vous rassure, il y a d'autres façons, notamment des fois en comprenant, en donnant du sens, en traitant activement les choses pour qu'elles aillent en mémoire à long terme. Donc vous, en tant qu'étudiant, d'ailleurs, ce qui vous intéresse, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe, les cours, à comprendre les cours avec les informations en mémoire à court terme et petit à petit d'amener à construire des connaissances en mémoire à long terme. Mais ces connaissances en mémoire à long terme, vous les utilisez depuis tout à l'heure, depuis la semaine dernière, je vous montre que vous mobilisez vos connaissances antérieures. Et là, vous allez les récupérer. Donc, ça veut dire que régulièrement, pour traiter de nouvelles informations qui viennent de l'environnement, vous allez mobiliser vos connaissances que vous récupérez en mémoire à long terme. D'accord ? Vous les réactivez, en fait. Dit autrement, vous les réactivez, vous y pensez, ce qui vous permet de traiter de nouvelles informations, de raisonner, de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, etc. Alors, cette distinction entre mémoire à court terme et mémoire à long terme, elle n'est pas partagée par tous les chercheurs. Encore une fois, j'insiste sur cette idée que c'est un modèle. Il a ses intérêts et il a ses limites. Il est très intéressant pour expliquer certains fonctionnements, notamment de la mémoire ou dans certains apprentissages, mais pour d'autres fonctionnements en mémoire ou dans les apprentissages ou dans le raisonnement ou autre, on s'aperçoit qu'il y a d'autres modèles d'architecture cognitive qui sont peut-être un peu plus intéressants ou plus développés. Donc, il y a d'autres modèles. Encore une fois, celui-ci, il est un peu, je dirais, basique. Il est très bien pour que vous découvriez la psychologie cognitive en première année. Évidemment, il y a des déclinaisons un peu de ce modèle, il a évolué. Mais c'est bien de garder un peu ce principe-là d'architecture. Ça vous aide à comprendre pas mal de choses. Alors, donc ça, c'était ma première distinction. Ça va ? Mémoire à court terme, mémoire à long terme, vous êtes OK ? Maintenant, la mémoire déclarative et mémoire procédurale. Donc là, on retrouve Anderson, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc Anderson, c'est un nom qu'il faut retenir. Il fait une distinction dans son modèle très claire entre la mémoire déclarative et la mémoire procédurale. Alors, la mémoire déclarative, c'est ce système de mémoire qui stocke et qui traite. Alors, vous avez vu, je vous ai mis qui stocke et qui traite, ce n'est pas par hasard. Stocker au sens, la mémoire, elle va stocker, entreposer, entre guillemets, des connaissances. Mais ce qu'on a tendance à pas voir quand on n'est pas habitué, parce qu'on est dans des logiques un peu intuitives, c'est-à-dire qu'on pense que la mémoire, c'est un tiroir.
un tiroir dans lequel on range des souvenirs. Mais en fait, non. La mémoire, elle traite les souvenirs, comme je vous ai dit un peu tout à l'heure. Quand vous allez essayer de vous rappeler un souvenir, vous avez tendance des fois à traiter l'information, à la modifier, à la réajuster. Et en fait, votre mémoire, elle va continuellement traiter les connaissances. Donc, c'est un système qui stocke, mais pas de manière passive. Voilà, c'est un système qui va continuer à faire évoluer les connaissances. Et ce qui caractérise ce système, c'est qu'on parle de mémoire déclarative parce qu'on peut verbaliser les connaissances. Donc, en fait, ce sont toutes les connaissances que vous pouvez exprimer verbalement. Par exemple, les faits, si vous dites « Tiens, hier, j'ai pris mon vélo », c'est un fait. Vos croyances, si vous dites « Le soleil tourne autour de la Terre », très bien, c'est une croyance. Vous pouvez le verbaliser, vos opinions, etc. etc. D'accord ? Donc, tout ce que vous pouvez déclarer est donc en mémoire déclarative. Et on va distinguer la mémoire procédurale. Donc, la mémoire procédurale, c'est un autre système de mémoire qui, lui, est dédié au stockage et au traitement des informations procédurales, des connaissances procédurales. Alors, on retrouve l'idée de stockage et de traitement, bien sûr, toujours, ça c'est important. Et on a les connaissances procédurales, c'est-à-dire des connaissances relatives à des procédures et à des séquences d'activités mentales. Donc, par exemple, conduire une voiture, je vous avais pris cet exemple la semaine dernière, vous devez être capable d'exécuter une séquence, par exemple, pour sortir la voiture. Comment je fais d'abord, est-ce que j'embraye, je mets sur le point mort, je mets le contact, je mets ma ceinture, je regarde s'il y a une voiture qui arrive derrière, je déboîte hors de ma place de parking. Voilà. Donc, il y a toute une procédure comme ça. Et à force de pratiquer, vous allez développer des connaissances procédurales de plus en plus automatiques, on va le voir. Mais il y a également produire une phrase. Donc, comme je vous dis, quand vous produisez une phrase, on a pris cet exemple peut-être avec vous la semaine dernière, vous allez élaborer des phrases de manière assez spontanée ou automatique qui respectent une certaine syntaxe de manière à être compris. Donc, ça veut dire que vous avez développé des connaissances procédurales de construction de phrases. Ce système de mémoire, il inclut donc des habiletés et des connaissances automatisées. Donc, ces habiletés, ça peut être des habiletés de lecture, c'est-à-dire que vous êtes face à des mots, hop, vous avez cette habileté de très vite le décoder et de produire le terme qui convient du point de vue de la lecture. Et vous avez donc automatisé certaines procédures. Donc, comme je vous disais, la conduite, par exemple, vous allez automatiser des choses, résoudre certains problèmes, à force de les faire, de les faire, de les faire et de les refaire, vous commencez à automatiser les procédures. Vous pouvez presque les faire, entre guillemets, les yeux fermés. Donc, ces procédures, elles sont automatisées. Donc, vous voyez, ça rejoint les processus automatiques dont on a parlé la semaine dernière. Ces processus qui deviennent de plus en plus automatiques, cette automatisation, elle se fait grâce aux pratiques répétées et aux situations récurrentes. C'est-à-dire c'est parce que vous répétez la procédure et cette connaissance procédurale qu'elle s'automatise. OK ? Donc, un exemple, je vous donne encore un autre exemple. Un enfant qui apprend à lire, quand il voit le graphème, c'est-à-dire l'association O et U, il doit pouvoir être capable de produire spontanément le son OU, donc le phonème OU. Au début, l'enfant, il est sur des modes très contrôlés. Il va se dire O et U, alors ça fait quoi? Est-ce que ça fait on? Ah mais non, parce que c'était comme dans le mot loup. Alors oui, loup, c'était OU, donc ça doit faire OU. Donc vous voyez, il passe par des étapes, il n'a pas du tout encore procéduralisé et automatisé. Et à force de lire et de lire et de lire, il va automatiser et être capable de décoder sans problème le son OU en lisant le graphème OU. Ça va? Donc l'idée souvent, c'est que quand vous apprenez, par exemple, des connaissances procédurales, elles sont généralement en mémoire déclarative au départ. C'est-à-dire que la procédure, elle est déclarative. Vous êtes capable de dire O plus U, ça fait OU. Et à force de le pratiquer, ça devient une connaissance procédurale et automatique. Donc, c'est cette idée que ça passe dans ce système procédural. Ça va? C'est clair pour vous? OK. Oui. Ouais? OK. Donc, donc mémoire court terme, mémoire à long terme. OK. Maintenant, on va faire mémoire épisodique et mémoire sémantique. Donc là, on a Tulving, ça c'est un nom très important aussi qu'il faut absolument retenir. Donc Tulving, que vous verrez peut-être l'année prochaine si le programme reste le même, donc va nous proposer une distinction. La mémoire épisodique, elle stocke et elle traite, encore une fois, nos souvenirs d'épisodes d'événements. Alors les épisodes, c'est des épisodes de votre vie qui sont liés à un contexte. En gros, c'est des connaissances qui sont liées à un contexte très particulier. Par exemple, moi je vous ai mis l'exemple que j'avais vécu il y a 4 ans. Quand Donald Trump a été élu il y a 4 ans aux États-Unis, j'ai le souvenir de l'épisode quand j'ai appris que Donald Trump venait d'être élu. Donc je sais où j'étais, avec qui j'étais, je sais ce que la personne m'a dit, je sais ce que j'ai répondu. Ce souvenir-là, c'est un souvenir épisodique.
Il est lié à un contexte particulier. Donc, il est en mémoire épisodique. Et à l'inverse, on va avoir une mémoire sémantique qui, elle, est décontextualisée. En gros, ce sont toutes vos connaissances donc du monde, mais qui ne sont pas associées à un épisode. Donc, par exemple, si je vous dis que Paris est la capitale de la France, ça n'est pas associé à un épisode. Si je vous dis, je ne sais pas moi, Donald Trump est le président des États-Unis, c'est une connaissance décontextualisée. En revanche, si je reprends l'exemple de Paris et que je vous dis Paris, qu'est-ce que c'est? Si vous me dites, ah mais Paris, c'est la capitale de la France, ok, c'est plutôt une connaissance sémantique, décontextualisée, un peu générique, si vous voulez. Mais si vous me dites, ah oui, Paris, c'est la ville où j'étais la semaine dernière et je suis allé faire la fête avec des copains. Ouais, bon, ok, vous allez me dire, en ce moment, c'est pas la période. Mais c'est la ville où je suis allé faire une virée avec des amis. Donc ça, c'est un épisode. Donc ça veut dire que quand vous pensez à Paris, vous pouvez soit activer un souvenir épisodique, soit plutôt être sur la mémoire sémantique en activant le concept général de capitale, par exemple, ou de ville. Est-ce que ça va, la distinction? Oui. Bon. Vous avez le droit d'interagir. Hein. Je sais qu'on est un peu en retard, mais... Moi, monsieur, je n'ai pas vraiment compris la différence entre épisodique et sémantique. Épisodique, c'est juste une connaissance liée à un épisode de votre vie, une situation. Par exemple, vous êtes tombé en vélo, vous êtes fait mal quand vous étiez petite. Voilà, vous vous souvenez de cet épisode où vous êtes tombé de vélo et vous avez fini, je ne sais pas, aux urgences. C'est un épisode, c'est un souvenir, c'est une connaissance, mais épisodique. En revanche, si je vous dis à quoi ça sert un vélo, vous allez me dire un vélo, ça sert à se déplacer, à se balader. C'est une connaissance sémantique, c'est-à-dire que ça n'est pas lié à un épisode particulier. C'est plus général. Exactement. Oui, d'accord. Oui. La mémoire sémantique, c'est un peu comme l'histoire de mon oiseau là, et de mes animaux et de mon canari. C'est des connaissances très génériques, très générales. On s'abstrait d'une situation particulière. Ok. Donc là, moi, je vous avais mis les salsifis, c'est pas bon. Si vous n'aimez pas les salsifis, c'est une connaissance. Et vous dites que les salsifis, c'est pas bon. Donc, c'est une connaissance sémantique. Ou la connaissance des mots. Hein. Le fait de connaître les mots, ils sont décontextualisés. Donc, c'est une connaissance sémantique abstraite. Ok. Alors là, je vous ai mis une petite diapo pour vous embrouiller un petit peu. Pour vous exprès. Donc, celle-là, essayez de ne pas la retenir. Essayez juste de retenir le principe. Ce que je vous montre ici, c'est que Tulving lui-même, qui a proposé cette distinction, considère finalement que les deux types de mémoire se distinguent peut-être plus sur la base des processus que sur l'idée de système de stockage. En gros, dit autrement, Tulving est en train de se demander si en fait, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique, ce ne serait pas le même système de mémoire, la même zone de mémoire, si vous voulez, sauf que en fait, ce qui les distingue, c'est la façon dont vous allez remobiliser vos souvenirs. Soit vous pensez à l'épisode, je pense à Paris avec ma vie avec des copains, soit je pense à Paris comme une capitale. En fait, c'est la façon dont vous allez récupérer le souvenir qui détermine si c'est épisodique ou si c'est sémantique. Donc, en gros, ce que je vous ai mis là, c'est pas pour vous embrouiller sérieusement, c'est pour que vous compreniez que la recherche, elle avance. La recherche, elle évolue en permanence. Il n'y a pas de vérité en science. C'est bien pour ça que c'est génial, la science. C'est que la science se remet en question en permanence. Donc, un même auteur, un même théoricien peut très bien dire, voilà, ma théorie, on est en train d'éprouver des limites, on est en train peut-être de réviser certaines conceptions. On le révise parce qu'avec les expériences, avec les études, on s'aperçoit qu'il y a des études qui montrent que c'est peut-être différent, qu'on a de nouvelles données qui nous montrent que ça ne fonctionne peut-être pas de la même manière. Donc, ça, c'est vraiment un point important qu'il faut avoir en tête, c'est que les théories, elles sont critiquables dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'on les fait évoluer, on les améliore, et on peut les remettre en question parfois sur certaines dimensions importantes. Donc la science, elle évolue tout le temps. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que quand vous serez peut-être certains psychologues ou chercheurs en psychologie ou dans ces domaines-là, dites-vous que les connaissances sur lesquelles vous vous basez, elles vont évoluer. Elles vont évoluer avec la science. Donc voilà, je vous montre que ce qu'on vous enseigne ici, ce sont des bases quand même assez solides de la psychologie cognitive. Mais si je rentre en profondeur et dans les finesses, vous allez voir que les choses sont plus compliquées que ça et que les modèles continuent à évoluer et à être améliorés et voire remis en question parfois. Ok. Alors, comment on peut essayer d'améliorer un peu notre mémoire? Alors, ça va vous intéresser en tant qu'étudiant. Je vais essayer de vous montrer un peu comment fonctionnent certains principes pour améliorer les chances de retenir
les éléments. Alors, il y a une... Vous le verrez plus en détail en deuxième année, mais j'aime beaucoup cette étude de Chase et Simon qui s'intéresse aux joueurs d'échecs. Et en gros, on peut se poser la question, est-ce qu'un grand joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui est capable de mémoriser, qui a une grosse mémoire, hein, qui est capable de facilement mémoriser tous les coups, et donc d'anticiper les coups parce qu'il peut simuler mentalement plein de coups. Donc il y a cette question qui peut se poser, c'est est-ce qu'un grand joueur d'échecs, c'est quelqu'un qui a des capacités mnésiques, donc des capacités de mémoire qui sont un peu hors normes, hein, qui sont supérieures aux autres? Donc c'est la question qu'on pourrait se poser. Donc quand on voit l'étude de Chase et Simon, je vous explique le principe, ils ont montré à des joueurs d'échecs, on a 3 catégories de joueurs en fonction de leur niveau d'expertise. On a des novices hein, qui jouent occasionnellement aux échecs, vous avez des joueurs avancés qui font des petits tournois, et vous avez des experts, par exemple, qui sont classés, qui sont des joueurs qui ont un certain classement. Donc ce sont vraiment de très bons joueurs. On leur présente une partie à un moment donné, genre une photographie d'une partie, et on leur demande de bien regarder les pièces sur l'échiquier et d'essayer de les mémoriser. Ensuite, on retire l'échiquier, on leur donne un échiquier tout vide, et ils ont les pièces à côté, ils doivent reconstituer l'échiquier, c'est-à-dire replacer les pièces au bon endroit de mémoire. Donc on va tester leur rappel des pièces sur l'échiquier. Et là, on attend de voir combien de pièces les joueurs arrivent à rappeler. Donc ici, vous avez en axe des ordonnées le nombre de pièces que les gens rappellent correctement, donc de 0 à 18. Et là, voici en gros, hein, schématiquement, les résultats de l'étude. Les experts sont capables de replacer jusqu'à 16 pièces en moyenne sans problème, alors que les novices sont plutôt autour de 5 pièces en moyenne. Donc on s'aperçoit que plus on est expert, plus on est performant pour mémoriser la partie et être capable donc de restituer les éléments. Si je m'arrête à ces résultats-là, je pourrais tirer la conclusion que les experts aux échecs sont des gens qui ont des capacités de mémoire supérieures aux autres. Et les joueurs avancés, on voit, sont des gens encore eux-mêmes qui ont des capacités supérieures aux novices. Donc ce qu'on fait de Chase et Simon de très intéressant, c'est qu'ils ont utilisé ce qu'on appelle un groupe contrôle. Plutôt que de faire étudier des parties d'échecs classiques, on va faire étudier des parties d'échecs aléatoires, des positions aléatoires des pièces. C'est-à-dire qu'ils ont pris l'échiquier, ils ont placé au hasard les pièces, mais totalement au hasard, et ils ont demandé aux personnes de les mémoriser et de les rappeler comme précédemment. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces placements de pièces n'ont pas de sens. Hein. Je les mets vraiment au hasard. Il n'y a pas de sens particulier en termes d'attaque et de défense. Et là, on s'aperçoit que les experts, tout d'un coup, sont redevenus des humains tout à fait normaux et ils n'ont pas plus de capacité de mémoire. Donc, en gros, l'étude montre que lorsqu'on doit mémoriser des parties réelles, les experts, plus on a de connaissances dans le domaine, plus on mémorise facilement les parties. Lorsque les parties n'ont pas de sens particulier, que les dispositions sont aléatoires, on s'aperçoit que les experts sont obligés, comme les novices, de mémoriser pièce par pièce et qu'en fait, ils ne les mémorisent pas mieux que les novices. Donc, ce que montre l'étude, c'est que les experts utilisent ce qu'on appelle des chunks. Je vais revenir dessus. C'est-à-dire qu'ils ne mémorisent pas pièce par pièce, ils mémorisent des regroupements de pièces. Et ces regroupements de pièces, ils correspondent, si vous voulez, à des stratégies particulières. C'est des postures d'attaque, des postures de défense, ce sont des stratégies classiques. Et donc, ils mémorisent l'organisation de certaines parties des pièces. Donc, ce qu'ils retiennent, c'est une organisation. Ce n'est pas chaque pièce une à une. C'est ce qui leur permet justement de mieux mémoriser la partie. Et je reviendrai là-dessus. Dernier point sur cet élément que je voulais vous évoquer, qui va me revenir. Est-ce qu'il va me revenir ? Est-ce qu'il va me revenir? Non, il ne me revient pas. Je voulais vous dire un truc par rapport à ça, mais ce n'est pas grave. On reviendra de toute façon sur cette notion de chunk. Alors, voici une liste, par exemple. Je ne vais pas la faire parce que je faisais un petit sondage à main levée dans l'amphi, c'était pratique. Là, à distance, c'est un peu compliqué. Donc, je vous demande de lire cette liste comme ça rapidement. Et imaginez que vous devez la mémoriser dans l'ordre que vous voulez. C'est-à-dire que je demande aux étudiants généralement d'essayer de rappeler dans l'ordre qu'ils souhaitent. Et je présente une deuxième liste. Je vais vous afficher les deux, ce sera plus simple. Je présente une deuxième liste à droite où on a 10 mots, pareil, mais qui sont de notre type. Donc la question que je vous pose, a priori, est-ce qu'on mémorisera mieux la liste de gauche ou la liste de droite?
La liste de droite. De droite. Ok. Alors, expliquez-moi pourquoi la liste de droite. Effectivement, moi, quand je fais le test en amphi, ça marche. Hein. La liste de droite est mieux mémorisée, donc je vous confirme. Parce que tous les mots sont du même champ lexical. Parce qu'on peut faire un ordre décroissant. Alors, attendez. Oula, il y a un robot qui parle en plus par-dessus. Attendez, non, il y a juste une. Je veux bien une personne par une, sinon on ne va pas y arriver. Donc, la première personne qui m'a dit le champ lexical. Alors, en quoi le fait que ce soit du même champ lexical va vous aider à mieux mémoriser? C'est ça qui m'intéresse. Tout à l'heure, on parlait du fait que lorsqu'on parle d'un concept, ça active des liens qui renvoient à d'autres. Ouais. Moi, ça me fait penser à ça et du coup, je sais que ils sont tous dans ce schéma-là et que, ils sont tous reliés par le fait que parler du ciel, ça me fera penser à la nature, donc aux oiseaux. Les oiseaux me font penser à l'arbre, l'arbre à la pelouse, etc. Très bien. Donc, ça veut dire qu'ici, vous mobilisez vos réseaux de connaissances. Alors, est-ce que ce sont des schémas? Est-ce que ce sont des réseaux connexionnistes? Est-ce que ce sont des réseaux sémantiques, comme on a vu? Peu importe, on met ça de côté ici. L'idée, c'est que vous avez des catégories de connaissances, des structures de connaissances ici, que vous mobilisez. Et comme ces connaissances sont très proches au niveau sémantique, effectivement, elles sont déjà dans votre tête plus ou moins reliées. Donc, on imagine bien le ciel au-dessus d'un arbre, l'arbre au-dessus d'une pelouse, avec les oiseaux qui sont sur les branches de l'arbre, avec une maison à côté de l'arbre, avec des légumes. En fait, si vous regardez, ça fait penser un peu à un jardin avec une maison. Et donc, une fois que vous avez activé cette connaissance-là, quand vous activez arbre, ça va activer forcément plus facilement oiseau, puisque vous les avez associés, et vous avez fait qu'activer vos connaissances. Donc, ça vous aide à maintenir en mémoire des informations de manière organisée. Ça veut dire que quand vous essayez de les rappeler, vous l'avez très bien dit, quand vous pensez à arbre, par exemple, ça va évoquer, par exemple, le concept d'oiseau facilement et le concept de ciel au-dessus de l'arbre, par exemple. Parce qu'à un moment, vous avez fait ces liens-là facilement au moment de lire la liste. Donc, ça vous aide à récupérer de manière organisée les informations. Donc ça marche très bien pour l'examen. Plus vous arrivez à organiser les connaissances en mémoire, plus vous arrivez à faire de liens entre les connaissances dans votre mémoire, plus il y a de chances pour que vous arriviez à les récupérer facilement le jour de l'examen. Ici, on voit que flou, patient, collé, abstrait, ce n'est pas évident de faire des liens sémantiques. Les liens sémantiques, on peut en faire en cherchant bien, mais c'est plus compliqué, c'est moins automatique et on n'a pas ces structures de connaissances déjà disponibles pour nous aider à le faire. Donc, ici, c'est parce que j'ai des connaissances que j'apprends mieux. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Quel est le deuxième élément d'explication qui nous permet de comprendre pourquoi on apprend mieux, ou en tout cas on mémorise mieux la liste de droite? Ce sont des noms communs? Ouais, et donc? Et donc, du coup, ça renvoie directement à des images, alors que l'autre, ce sont des adjectifs. Et ça peut renvoyer à trop d'images, justement, et du coup, on n'a pas... Ouais. Ok, donc effectivement, en lien avec ça, ici, on a surtout un degré de concrétude, mais c'est en lien avec ce que vous venez de dire. On a un degré de concrétude qui est plus élevé qu'à gauche. C'est-à-dire qu'un arbre, comme vous dites, c'est un nom commun, mais c'est surtout un objet plutôt concret. C'est-à-dire qu'on peut se le représenter de plein de façons différentes. Un arbre, je peux me le représenter, c'est-à-dire mentalement, je peux, si vous voulez, penser au mot arbre, mais je peux aussi penser à une image d'arbre. Je peux construire une image de l'arbre. Je peux imaginer l'arbre qui est en face de chez moi, je peux imaginer mon sapin de Noël qui est dans mon salon. Je peux penser à plein de choses, des choses concrètes auxquelles je peux me rattacher. Et plus je peux me rattacher à des choses concrètes, plus je peux me rattacher en fait à des connaissances que j'ai déjà, plus c'est facile de maintenir l'information et de la préserver en mémoire. Ici, on a des choses assez abstraites. Par exemple, il faut comment se représenter flou, patient. Alors flou encore, on peut imaginer rapidement une image floutée. Mais patient, comment vous représentez de manière concrète patient? Voilà, c'est un terme. Après, ça dépend du vécu de chacun. Oui, absolument, toujours. Absolument, ça va dépendre de vos connaissances. Et monsieur? Et le mot patient, il a plusieurs sens. Oui. Parce que... Attendez, il y a une personne qui me dit qu'il y a plusieurs sens. D'abord, allez-y, ouais. En fait, ça peut avoir plusieurs sens, parce qu'on peut penser à un patient dans un hôpital, on peut penser à la patience. Exactement, ouais, vous avez raison. Moi, quand je mettais patient, c'était au sens de l'adjectif, vous avez raison. Ça peut être un patient, et là, par contre, c'est plus concret. Ouais. Tout à fait. Et le schéma du droit, c'est comme si ce sont des éléments du même schéma. Par exemple, quand on passe à une maison, on a des légumes, des tables, des fleurs dans la maison. Et
chats qui sont dans la maison, tout ça, ce sont des éléments des mêmes schémas. Quand on sort, on a le ciel bleu, en tout cas, on parle de quelque chose comme ça, l'arbre qui est devant la maison, en tout cas, quelque chose genre. Ce sont des éléments d'un même groupe, quoi, quand oui. Oui, tout à fait, c'est ça. Donc, vous avez mobilisé vos connaissances, et vos connaissances vous aident à reconstruire les informations, à les connecter entre elles. Par exemple, vous vous imaginez un tableau ou une image. Vous pouvez imaginer l'arbre avec la maison à côté, mais visuellement, vous le représentez visuellement. Et la piscine et le chat qui se balade sur le bord de la piscine. En gros, vous créez une scène. Mentalement, vous organisez une scène. Et vous pouvez le faire parce que vous avez des connaissances qui vous apprennent que ces informations, en fait, elles ont déjà des liens très forts dans votre tête. Mais, monsieur, ça voudrait dire que si une personne qui a pas beaucoup de connaissances, mais mettons du fait de son jeune âge, il aura plus de facilité, il aura potentiellement plus de facilité, il n'aura pas de problème à mémoriser, que ce soit celle de droite ou celle de gauche? Alors, si quelqu'un n'a pas beaucoup de connaissances, il mémorisera moins bien que quelqu'un qui a plus de connaissances. Ça, déjà, c'est clair. Plus vous avez de connaissances, généralement, ça marche quand même très très bien, plus vous mémorisez facilement. Pourquoi? Parce que vous pouvez raccrocher les nouvelles informations à vos connaissances. Et ça marche très bien. Donc, pour vos études, je vous le dis, plus vous en savez, plus ce sera facile d'apprendre. Donc, moins vous en savez et plus c'est difficile de mémoriser. Ça, c'est le premier point. Maintenant, dans votre question, c'est si on a des gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances. C'est un jeune enfant, en fait. Ouais. Alors, le problème, c'est qu'un jeune enfant abstrait, ce sera peut-être inaccessible pour lui. C'est-à-dire que ça ne veut rien dire abstrait pour lui. Ambitieux, c'est peut-être inaccessible. Ce que je veux dire, c'est qu'ici, on a un problème de terminologie, de lexique, pardon. C'est-à-dire qu'on a une fréquence de lexique qui n'est pas la même. Il y a des termes ici ambitieux qui sont moins fréquents que maison, en tout cas chez les enfants. Le mot maison est plus souvent vu par un enfant que ambitieux. Donc, ça veut dire que plus les mots sont familiers, plus c'est facile de les mémoriser aussi. Donc, ce que je veux dire ici pour l'enfant, c'est que les mots, il les connaît déjà plus que les mots qui sont ici. Donc déjà, il y a un biais. Indépendamment, je dirais presque des connaissances, des concepts, c'est quand même l'idée qu'il y a une fréquence de lexique qui est plus supérieure ici. Donc, on les trouve plus souvent, ces mots, dans la langue. Donc, forcément, c'est plus facile d'accès. Après, s'il n'avait pas de connaissances par rapport à ça, oui, en principe, il aura du mal si ça ne peut pas être concret dans sa tête par rapport à ça. Oui. Mais bon, au final, là, la liste est trop dure ici pour les enfants. Ouais. Au final, pour nous aussi, la liste de gauche, elle est moins connue, on va dire, que la liste de droite. Tout à fait. Absolument. Dans la fréquence du lexique, il y a des... Après, ça dépend des gens. Oui, non, mais il y a des outils quand même dans les fréquences de la langue, des outils et des fréquences d'utilisation. On sait que, par exemple, le mot terne est beaucoup moins utilisé dans la langue que le mot arbre, par exemple. Ce sont des mots un peu familiers, quoi, on peut dire. Voilà. Donc, il y a bien sûr, vous avez raison, il y a votre expérience personnelle, il y a vos propres connaissances, vos propres cultures, mais il y a aussi des évaluations de fréquences de manière très standard et objective qui montrent que globalement, dans les usages dans la société, il y a des mots, des lexiques qui sont extrêmement fréquents et auxquels on est exposé, tout simplement. Voilà. OK, je continue. Donc, notre mémoire de travail. Alors, je parle de mémoire de travail ici. En fait, retenez que c'est la mémoire à court terme. C'est un autre modèle, encore une fois, mais qui est proche. Vous voyez, il y a des modèles qui sont des fois des déclinaisons, des extensions de certains modèles. Donc, parce qu'ils ne proposent pas tout à fait les mêmes choses. Donc ici, on a le modèle de mémoire de travail de Baddeley, qui est un modèle important, qui nous dit en gros la mémoire à court terme ou la mémoire de travail, c'est la même chose en gros. Retenez que c'est la même chose en première année. La mémoire de travail, si vous voulez, il a utilisé ce nom parce qu'il considère qu'en mémoire à court terme, on manipule l'information, on travaille beaucoup l'information. C'est ça qui intéresse. Donc elle a une capacité limitée à 2 niveaux. D'abord, le nombre d'informations que vous pouvez maintenir en mémoire, il est limité. Par exemple, vous pouvez maintenir 5-7 informations en moyenne en mémoire. Au-delà de 7, ça devient très difficile. Vous allez voir, sauf dans certains cas, justement, si vous utilisez des chunks comme les experts aux échecs. Et vous avez le temps de maintien des informations qui est limité. Comme je vous le disais avec le numéro de téléphone, si vous ne faites pas l'effort cognitif de répéter le numéro de téléphone régulièrement, vous allez l'oublier. C'est-à-dire que s'il ne passe pas en mémoire à long terme, il va disparaître. Parce qu'il est resté en mémoire à court terme, mais la mémoire à court terme, si je ne rafraîchis pas l'information, si je ne la réactive pas en permanence, cette information, elle disparaît petit à petit. Et surtout, elle peut être chassée par d'autres informations. Parce que comme en mémoire à court terme, je ne peux pas penser à beaucoup de choses,
Si je vous demande de retenir le numéro de téléphone, puis après, je vais vous demander de faire un exo de statistiques, il y a des chances pour que le numéro de téléphone, vous l'ayez oublié, parce que votre concentration, elle était centrée sur le problème de statistiques. Ça veut dire que toute votre mémoire de travail était allouée, toutes les ressources étaient allouées au problème de statistiques. Donc, vous oubliez petit à petit le numéro de téléphone. Donc, comment améliorer le maintien des informations en mémoire? Donc, je vous le disais, les premiers travaux se sont beaucoup intéressés à l'autorépétition, le fait qu'on se répète le numéro de téléphone, par exemple. Mais évidemment, en fait, il y a bien d'autres processus qui nous permettent de mémoriser les informations. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les processus possibles. Bon, là, vous avez un petit moyen mnémotechnique. Alors, je vous parle des moyens mnémotechniques parce que vous utilisez ça souvent pour les examens. Et pour que vous compreniez le principe, le moyen mnémotechnique, c'est justement d'associer des informations à mémoriser, donc des nouvelles informations que vous voulez apprendre. Vous les associez à d'autres informations que vous avez déjà en mémoire, donc qui sont organisées entre elles et qui font déjà sens. C'est-à-dire que vous allez traduire, transposer la nouvelle information à quelque chose que vous savez déjà, qui est tout à fait automatisé en mémoire. Là, je vous donne l'exemple que moi j'utilisais quand j'étais au lycée pour retenir l'ordre des planètes. Donc c'était l'époque où Pluton était une planète. On était incapable de retenir par cœur Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter. Enfin, on oublie. À chaque fois, on ne sait plus. Mars, Jupiter, attends, c'était lequel avant? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va construire une connaissance automatisée sous forme d'une phrase qui a plus ou moins de sens. Donc, on avait inventé Mercure vient à Terre et Mars joyeux saute sur un nénuphar pluvieux. Donc, on avait cette phrase-là et vous voyez, donc, à partir du début des mots, on peut reconstruire les planètes. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique. Et ça veut dire quoi, un moyen mnémotechnique? C'est tout simplement qu'il est basé sur vos connaissances. Vous avez construit une connaissance qui est facile d'accès pour vous, une phrase donc rigolote. Elle est facile d'accès pour vous, elle est automatisée, elle vous permet ensuite, par décodage, hop, de reconstruire l'information. Donc ça, c'est le moyen mnémotechnique, c'est tout à fait contrôlé. Hein. C'est fait de manière consciente. Mais vous avez des choses plus intéressantes, notamment le principe de chunking. C'est ce que je vous disais avec les joueurs d'échecs. Je vous ai dit, les joueurs d'échecs, ce qu'ils mémorisent, ce n'est pas la position de chaque pièce. Ils mémorisent une configuration de pièces particulières. Mais là, je vais vous présenter la même chose. Donc, cette idée, elle est proposée par Miller déjà dans les années 50, qui est en gros, si vous voulez, le premier chercheur à avoir essayé de tester les capacités de la mémoire, de savoir combien d'informations on pouvait stocker en mémoire. Il y a un principe tout bête, vous allez essayer de mémoriser une liste de lettres. Donc, vous essayez de le mémoriser dans l'ordre, d'accord? Vous mémorisez la liste dans l'ordre et vous me direz rapidement combien de lettres vous avez réussi à mémoriser. Ok, vous êtes prêts? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui arriveraient à tout rappeler? Oui. Oui. Alors, RATP, SNCF, PSG. Ouais. Et RIB. Oui, bravo. Ok. Ah, mais monsieur, ça triche dans le chat. Ah bah oui, si vous écrivez. Ah non, par contre, non. Non, mais vous faites ce que vous voulez. Après, le chat, vous pouvez le fermer, hein, vous ne le lisez pas, et puis comme ça, il n'y a pas de problème. Donc alors, l'idée ici, effectivement, je vous remets la liste. Il y a deux façons de mémoriser. Soit vous mémorisez lettre par lettre. Et dans ce cas-là, votre capacité en mémoire de travail, elle ne vous permettra pas de mémoriser toutes les informations. Hein, si vous apprenez R, A, T, P, P, S, donc si j'applique le chiffre un peu de Miller et la capacité limitée que propose Miller et d'autres, en gros, je vais arriver vers 6, 7, vous voyez, jusqu'au G, et puis les gens s'arrêtent là. Donc, vous perdez quand même l'autre moitié des informations. Ça, c'est la première façon de mémoriser. L'autre façon de mémoriser, c'est si vous avez mis en place des chunks, c'est-à-dire vous avez repéré des groupes de lettres qui font sens pour vous. Donc, vous mobilisez vos connaissances. Vous avez RATP. Si vous êtes allé à Paris, justement, vous avez pris votre métro, vous avez RATP. Ensuite, vous avez PSG. Paris Saint-Germain. Voilà, donc vous êtes fan de foot, vous connaissez. SNCF, vous allez prendre le train, vous connaissez. Et vous avez un compte en banque, vous avez un RIB. Donc, en gros, c'est X informations, je ne sais pas combien il y en a, 14 peut-être lettres, je les ai réduites à 4 informations. Grâce au chunk, c'est-à-dire à mes connaissances, je les ai regroupées entre elles de manière à ce qu'elles donnent du sens.
Et du coup, RATP, ça n'est plus 4 informations à retenir, ça n'est plus qu'une dans votre mémoire. Donc, plus vous êtes capable de faire des associations comme ça qui ont du sens dans votre mémoire, plus vous libérez de l'espace en mémoire pour mémoriser d'autres choses. C'est pour ça que je vous dis que c'est important que vous ayez des connaissances et que vous arriviez à donner du sens à ce que vous apprenez. Si vous n'arrivez pas à donner du sens à ce que vous apprenez, vous allez apprendre par cœur et vous allez galérer. Vous allez apprendre R, A, T, T, P, enfin T, P, P, etc. Ça ne fait pas de sens, vous allez galérer, vous allez avoir un effort cognitif très important à mettre en œuvre et ça va finir par vous démotiver. Donc, quand on arrive à donner du sens, ça nous permet de plus facilement mémoriser les informations. Donc voilà, c'est la solution que je vous ai mise. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de vous raconter. Donc en gros, vous avez mobilisé vos connaissances qui étaient en mémoire à long terme pour vous aider à traiter les informations en mémoire à court terme et donc à réduire la quantité d'informations en faisant ces patterns. Ok. Alors on va finir le cours. Je vais vous mettre encore à l'épreuve une dernière fois. Je vais vous demander de lire un petit texte. Alors pas tout le texte, vous me lisez les 3-4 premières lignes et vous allez me dire si vous arrivez à comprendre quelque chose. Ok, alors, normalement, vous allez me dire, mais ça n'a pas de sens, c'est pas très cohérent, je comprends rien. Donc, effectivement, ça c'est ce qui se passe, par exemple, quand vous assistez à un cours où vous ne comprenez rien, vous voyez des bribes d'informations et vous n'arrivez pas à faire de connexion entre les informations. Donc, ce qui se passe dans votre mémoire, ça c'est tiré d'une étude de Bransford des années 70, quand vous lisez le texte, vous allez être capable de retenir quelques bouts d'idées, une idée par-ci, une idée par-là. Donc, il y a des bribes d'informations, comme ça, vous êtes capable de récupérer plus tard, mais vous n'êtes pas capable de récupérer l'ensemble des informations et de donner du sens à l'ensemble. Maintenant, je vous mets dans une autre condition. Regardez cette image. Donc, vous avez une image qui représente une sérénade. Donc, on a un Roméo qui chante dans son micro et on a donc ici le musicien qui chante et qui, donc, grâce à un système de câbles, de jack, relié à un ampli, va pouvoir diffuser sa musique. Et on a les ballons qui soutiennent effectivement l'ampli au-dessus, de manière à ce que sa dulcinée puisse entendre son chant. Ok. Maintenant, relisez-moi les 4 premières lignes du texte. Donc normalement, maintenant, vous devez être capable de faire des connexions entre les idées. C'est-à-dire que si je prends la première phrase, si les ballons crevaient, le son ne pourrait plus être porté. Vous êtes capable de faire de manière assez automatique une inférence qui dit, bien sûr, le son ne pourrait plus être porté parce que l'ampli tomberait. Alors, à partir du moment où vous êtes capable de dire, ah ben oui, parce que l'ampli maintient le son, donc ça tomberait. Donc, vous êtes capable de faire une connexion entre cette section de la phrase et cette autre section de la phrase. Et donc, ça veut dire que dans votre mémoire, vous allez commencer à connecter les idées les unes avec les autres, et donc vous limitez l'espace nécessaire pour mémoriser les informations. Plus vous les regroupez, plus vous les unifiez en termes de sens, et moins elles représentent une quantité d'informations importantes à traiter en mémoire. Et donc, plus vous avez la possibilité de mémoriser. Et effectivement, c'est ce que l'étude montre. Si vous montrez l'image avant, elle sert à quoi? Elle sert à activer vos connaissances. Elle sert à vous faire penser à la sérénade. Et puis, elle sert aussi à vous mettre un contexte qui fait sens pour vous. Et ensuite, vous mobilisez cette connaissance et ce contexte pour faire les connexions entre les idées du texte. Et donc, quand on va vous évaluer ensuite sur la compréhension du texte et la mémorisation du texte, on s'aperçoit que ceux qui ont eu l'image au début ou pendant la lecture du texte mémorisent bien mieux que ceux qui n'ont pas eu l'image avant. Ils peuvent l'avoir après, mais après, elle ne sert plus à rien, puisqu'en fait, on a déjà oublié l'essentiel du texte. Donc, ce qui est important, c'est que vous avez activé les connaissances suffisantes pour vous aider à faire les connexions dans les éléments du texte. Un cours, c'est pareil. Ce que je peux vous conseiller pour finir là-dessus, dans votre cursus, quand vous allez dans un cours, surtout si vous avez l'impression que dans le cours, ce n'est pas toujours évident de comprendre, parce que ça peut être un peu conceptuel, complexe, ou beaucoup d'informations à retenir. Donc, moi, le conseil que je vous donne, c'est préparer le cours avant, c'est-à-dire aller lire dans des bouquins, des chapitres, des choses, des éléments sur les concepts que vous allez traiter en cours. Ça vous donne une première base de connaissances et vous allez voir qu'au fur et à mesure pendant le cours, ça vous permet de mieux faire les connexions entre ce que dit l'enseignant, les différentes
idées du cours et les différentes idées présentées par l'enseignant, et vous ferez des connexions avec ce que vous savez déjà. Et vous allez voir que ça va vous simplifier pas mal la vie, mais ça demande évidemment de prendre le temps, un peu avant le cours, voilà, la veille par exemple, de commencer à se familiariser avec le cours. Ok. Je vous souhaite un bon courage pour la suite, sachant que vous continuez avec Aline la semaine prochaine. Voilà, et vous aurez Rui donc après sur les 2 dernières séances.